Bonjour à tous, bienvenue dans la Web Académie du marché des titres publics. Je m'appelle Kiss Boulari, chargée de l'organisation et de force de capacité à une titre et je suis la modératrice de ce webinaire. À l'occasion de cette journée mondiale de l'épargne, mon titre a tenu à organiser ce webinaire sur le thème de la gestion de ses finances. Comment épargner de manière optimale? Nous avons donc l'honneur d'accueillir dans ce webinaire comme formatrice Madame Mariama Ndiaye, directrice générale de The Up Tribe. Elle est coach certifiée du Conseil national des éducateurs financiers et planificatrice financière du PFP Board. Elle reviendra toutefois sur sa présentation, sur son parcours durant la présentation du webinaire. Sommairement, nous aurons au programme un mot de bienvenue du directeur de Umoati, Madame Oulimata Ndiaye Diassi. Ensuite, une présentation sur le thème du webinaire qui sera appuyé de sondages interactifs et de cas pratiques. Bien évidemment, nous vous inviterons au cours de ces sondages à scanner soit un QR code ou à cliquer sur le lien qui sera partagé dans le chat. Enfin, une session de questions-réponses sera ouverte. Cependant, au cours de la présentation détaillée sur le thème de ce jour, vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat, dont nous traiterons, dont la formatrice prendra le soin de les traiter. Je vais à présent accorder la parole à Madame Diaché pour son mot de bienvenue. Je vous remercie, Kieso. Bonjour à tous. Nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire dans le cadre donc, de la Journée mondiale de l'épargne. C'est un grand plaisir pour Humo à titre de pouvoir organiser cet événement. Nous nous sommes rendus compte dans le cadre de nos activités d'accompagnement et de soutien aux États que l'épargne, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs, car on a l'impression que c'est un sujet qui est, je ne dirais pas à la mode, mais qui est vraiment d'actualité pour tout le monde. L'épargne est devenue un gros sujet aujourd'hui euh, dans le quotidien des populations au niveau de la zone et donc au niveau tout simplement et ça, quelle que soit la couche de la population, bien évidemment, qu'il s'agisse des travailleurs, qu'il s'agisse même des étudiants, dans la mesure où c'est une notion qu'il est important de connaître et de maîtriser de plus en plus tôt. On a même envie de dire dès le plus jeune âge. Et souvent, on se dit que ce sont des notions qui devraient maintenant figurer dans les parcours scolaires. Donc, je ne vais pas monopoliser très longtemps la parole. Nous sommes encore une fois vraiment ravis de vous accueillir pour cette session de la Web Académie du marché des titres publics avec la formatrice qui va partager avec vous les notions relatives aux notions d'épargne. Pourquoi épargner? Quel est l'intérêt de mettre en place une épargne? Comment est-ce que cela doit se faire? Et surtout également, quel est le lien avec les titres publics? Comment aujourd'hui les titres souverains émis par les États peuvent vous aider lorsque vous avez une épargne qui est mise en place à faire fructifier cette épargne, donc dans le cadre d'un investissement. Je vous laisse la parole. Je vous remercie encore pour votre présence et vous souhaite un excellent webinaire. Kieso, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Très bonne session. Merci, Madame Diaché. Comme Madame Diaché vient d'introduire et confier le décor de notre webinaire de formation, cela m'amène à annoncer notre formatrice qui est experte sur le sujet, qui nous démontrera surtout comment épargner de manière optimale. Merci beaucoup. Donc, merci à
vous, Madame Bigolare, en tout cas, pour le mot d'introduction. Également, je remercie Madame Diassé pour son mot de bienvenue, qui est très important et qui nous a permis vraiment de mettre, en tout cas, ou bien de présenter, en tout cas, l'importance de l'épargne, que ce soit pour un particulier, lambda, comme pour les États. Effectivement, c'est une thématique très importante et je crois en cette journée mondiale, en tout cas, de l'épargne. Il est important aujourd'hui de revoir, en tout cas, le B.A.B.A., parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui comprend, en tout cas, l'importance d'optimiser cette épargne-là pour garantir, en tout cas, leur stabilité financière sur le long terme. Donc, aujourd'hui, en tout cas, cette thématique, je dirais plutôt, de la gestion de ses finances, comment épargner de manière optimale. Je me ferai un plaisir d'animer ce webinaire et j'ose espérer, en tout cas, être utile, donner les bonnes informations. Et comme l'a si bien dit Madame Bigolare, il ne faut pas hésiter à mettre au fur et à mesure les questions sur le chat pour qu'à la fin, on puisse y revenir. Donc, pour le cabinet aujourd'hui, ZFTREB, c'est une société d'éducation financière qui existe depuis 2020. Et notre mission principale, c'est l'autonomisation financière des Africains par le biais de l'éducation financière. Donc, nous sommes une équipe d'experts quand même d'un minimum de 15 ans dans la finance aujourd'hui et nous accompagnons beaucoup de particuliers, d'entreprises, en tout cas dans les questions, n'est-ce pas, de gestion d'épargne, de budgétisation, de planification des investissements, planification de la retraite, mais également dans les questions, surtout pour les entreprises de bien-être. Et nous faisons en tout cas notre petit bout de chemin. Et je suis Maria Ndiaye, donc la directrice générale qui aujourd'hui va intervenir dans le cadre de ce webinaire-là, communément appelé Zimoni Coach, parce que je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'épargne, c'est vraiment pour mettre en place un capital pour investir et avoir un patrimoine sur le long terme. Donc, je suis coach certifiée NFEC et également planificatrice financière agrégée à la CFP Board. Et aujourd'hui, quand même, je cumule assez d'années dans le secteur financier, comptable de formation. Et dans le cadre de notre activité, quand même, nous avons déroulé plus de 100 ateliers et formé plus de 5000 personnes, coaché plus de 250 personnes. Et notre méthodologie, nos recherches, le format de contenu, en tout cas, que nous vulgarisons par le biais de nos différents canaux de distribution, sont assez vulgarisés dans des magazines ou médias reconnus, tels que Forbes, CNN et RFI. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'agenda de ce webinaire-là. Donc, tout d'abord, naturellement, on va parler du contexte économique dans la zone UEMOA. C'est tout à fait important parce qu'il est important de savoir pourquoi, en tout cas, cette problématique d'épargne est toujours une actualité. Et bien sûr, parler des différents types d'épargne et comment optimiser ces types d'épargne. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs types d'épargne. On n'en parle pas assez, mais c'est important de bien les séparer, bien connaître leur rôle à chacun. Également, essayer de vraiment solidifier en tout cas les connaissances qu'on va vous partager par des cas pratiques et une mise en situation et terminer par une conclusion en présentant les récapitulatifs, en tout cas des points clairs à retenir et entamer la session de questions-réponses interactives. Donc, il est tout à fait naturel quand on parle d'épargne d'explorer le contexte économique, surtout dans la zone UEMOA, vu que c'est la zone qui nous concerne, parce qu'aujourd'hui, cela a effectivement un impact quand on parle de finances personnelles, car l'épargne reste une sous-thématique de la finance personnelle. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre quand on parle du contexte économique de la zone UEMOA, slide, c'est une notion que vous devez comprendre en priorité, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, je crois d'ailleurs que vous l'entendez énormément quand vous regardez soit la télé ou bien la revue économique ou bien d'habitude quand vous voyez également des vidéos sur des conseils financiers, c'est la notion d'inflation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, c'est un sujet que vous devez comprendre et maîtriser parce que qu'importe ce qu'on peut vous dire, cela aura toujours un impact sur vos finances personnelles. Et qu'est-ce que c'est l'inflation? L'inflation, c'est le taux d'augmentation des prix sur une période donnée. Donc, je le répète, l'inflation est le taux d'augmentation des prix sur une période donnée. Et en général, il s'agit d'une mesure assez large, telle que la hausse globale des prix et du coût de la vie dans un pays. Donc, aujourd'hui, c'est une définition qui a bien sûr été partagée par un rapport de l'International Money Fund. L'inflation, de manière très simple, c'est aujourd'hui l'augmentation des prix récurrents qu'on peut voir lorsqu'il y a une crise économique, une crise sanitaire, etc., qui impacte votre pouvoir d'achat. Et tant que nous serons dans un contexte économique, tant que l'économie sera là, c'est une thématique qui sera là parce que malheureusement, c'est des options ou bien c'est des aptitudes qu'on n'a pas
à maîtriser. Et aujourd'hui, pourquoi cette inflation-là? Vous devez le comprendre. Pourquoi aujourd'hui cela peut avoir un impact dans le cadre de vos finances personnelles? Parce qu'aujourd'hui, cette inflation-là, elle est assez, on va dire, mitigée dans la zone UEMOA. On peut dire que le taux d'inflation est ressorti en glissement annuel en dernier, mai 2024, de 4,3%, avec une hausse de 0,6 par rapport au mois qui précédait. Et quand on a l'habitude même de parler d'inflation, le premier impact que cela peut avoir, c'est par rapport aux produits alimentaires, n'est-ce pas? Donc, les produits de première nécessité, donc l'alimentation. Et également, par rapport à cette ligne budgétaire-là, on peut voir une augmentation de 6,2% au cours du mois sous revue, avec une progression de 4,9%. Et là, on peut voir également qu'au cours des derniers mois, donc septembre dernier, le taux d'inflation a également légèrement augmenté d'un point de 0,3, donc de 4,6% en septembre 2024. Et quand on voit le graphique qui va suivre, on peut voir que depuis mai 2019, donc on va dire depuis la période de Covid 2019, l'inflation a quand même baissé. Vous allez vous concentrer sur la ligne qui est noire dans le graphique, a baissé. Et dès qu'on est sorti de la crise sanitaire, ce qui est tout à fait normal, vous voyez que ça a commencé à augmenter, à aller en flèche, aller en flèche. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, plus l'inflation augmente, plus le taux augmente, les charges restent, n'est-ce pas? Les autres charges incompressibles restent, à savoir le loyer, l'alimentation, les produits de première nécessité, toute autre charge aujourd'hui qui vous affaire reste fixe, les montants ne changent pas. Et malheureusement, également, ce qu'on vous paie ne change pas. Ce qui fait que ça peut avoir un impact très négatif sur votre capacité d'épargne. Parce que si aujourd'hui, il y a un taux d'inflation qui est en train de croître, votre pouvoir d'achat en tant que consommateur est en train de baisser. Donc, c'est assez limité de parler d'épargne quand déjà le montant que vous avez en tant que rémunération ne suffit déjà pas pour couvrir les charges de base. Donc, il est important d'avoir assez de visibilité, n'est-ce pas, sur ce taux d'inflation-là pour anticiper certaines charges, savoir si vous devez les révéler ou pas. Et on va voir ça sur le slide suivant sur l'impact, en tout cas, de cette inflation-là. C'est vraiment, en fait, l'augmentation des dépenses incompressibles. Donc, l'impact sur les finances personnelles de cette inflation-là, on peut dire que c'est sur l'augmentation des dépenses qui sont incompressibles. Car aujourd'hui, avec des postes comme les postes de dépenses comme l'alimentation, le logement, les transports, ça absorbe en tout cas une partie très importante des revenus mensuels. Bien sûr, ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes, n'est-ce pas, aussi des réalités économiques des pays respectifs dans lesquels vous évoluez. Et aujourd'hui, vous avez moins en tout cas de possibilités d'épargner, tout simplement parce que les charges restent incompressibles, mais également, naturellement, ça diminue progressivement votre capacité d'épargne. Et quand on parle de capacité d'épargne, il faut comprendre la notion de VTA, valeur temporelle de l'argent. Plus on évolue, plus la valeur de l'argent va baisser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on parle d'épargne, on va en parler plus loin lors de la présentation, l'épargne a pour seule vocation pour le rendre intéressant à investir. Mais tant que vous êtes juste dans une démarche juste d'épargner, dès le début, ça peut être problématique sur le long terme quand on parle de création ou gestion de patrimoine. Et finalement, ça peut acerber le risque accru à l'endettement. D'accord. Donc, je disais pour répéter qu'il est important de comprendre que l'inflation, comme expliqué sur le slide précédent, a un impact sur les finances personnelles. Et cet impact-là peut se répartir sur ces 3 points que vous voyez sur le slide. Le premier étant l'augmentation des dépenses qui sont incompressibles. Parce que comme vous le savez, quand vous gagnez un revenu, que ce soit un salaire, que ça vienne de votre structure que vous-même vous avez créée, il y aura des charges qui seront éternellement là. Et les charges d'habitude de base que l'on peut explorer, ce sont aujourd'hui des dépenses qui sont liées à la nourriture, à la location, donc dans votre cadre de vie, mais également ça peut être la scolarité pour d'autres personnes, ça peut être les frais de santé. Et malheureusement, ces frais-là sont incompressibles car étant importants pour votre qualité de vie. Ce qui fait que quand il y a un taux d'inflation qui ne cesse de croître et que votre pouvoir d'achat baisse, ça diminue votre capacité d'épargne. N'est-ce pas? Ça diminue votre capacité d'épargne parce que l'argent que vous allez recevoir n'aura que pour purement vocation à faire face aux dépenses qui sont là de base. Et vu qu'il y a une inflation, vous vous concentrez plus sur la satisfaction de vos besoins de base que sur la mise en place d'une épargne. Et sur le long terme, ça peut vous faire rentrer dans un cercle vicieux de l'endettement. Et quand on parle d'endettement, il y a l'endettement
formel comme il y a l'endettement informel. Quand je parle d'endettement formel, bien sûr, c'est avoir recours soit par le biais de votre employeur à des acomptes avant sur salaire, également par rapport à votre banque, aller prendre une dette de consommation pour combler un gap par rapport à votre style de vie, ou bien d'aller auprès de vos collaborateurs, de vos amis, des membres de votre famille aujourd'hui pour vous endetter. Et ça, vous le comprendrez sur le long terme, ça acerbe votre taux de stress financier. Parce que tout le temps, même quand vous allez recevoir une autre rémunération, une manne financière, une prime, cet argent-là sera mis ou bien sera utilisé pour le paiement de votre dette, pas forcément pour une épargne quelconque qui peut vous permettre de faire face à des imprévus. Donc, il est important de comprendre cet impact de l'inflation sur les finances personnelles parce que tant que vous ne l'aurez pas compris, en fait, vous ne pourrez pas optimiser votre épargne. Next slide. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire de comprendre l'importance de l'optimisation de ces finances donc pour pallier l'inflation. Ça va s'axer sur ces 4 points-là. Donc, le premier point, c'est l'aspect des revenus parce qu'effectivement, on ne peut ni gérer ni épargner si on ne gagne pas, on n'a pas une source de revenus. Également, la notion de budget. Donc, quand on parle de budget, c'est la gestion optimale des dépenses de base, que ce soit les dépenses fixes, les dépenses variables, les dépenses occasionnelles. Et finalement, la gestion de l'épargne, parce que pour pouvoir épargner, il faut pouvoir bien gérer, en tout cas, ses dépenses pour finalement investir. Parce que comme je l'ai tantôt dit, à part l'épargne d'urgence dont on va parler après, les autres types d'épargne que vous allez mettre en place, il faut être dans une mentalité où vous êtes prêt à l'investir. Et bien sûr, ça va dépendre de votre appétence au risque, ça va dépendre aussi de votre situation actuelle, de l'environnement, mais également ça va dépendre de votre horizon de rendement. Donc, le revenu aujourd'hui, c'est essayer très tôt de diversifier ses sources de revenus. Voilà, très tôt. Parce qu'aujourd'hui également, il y a une réalité. Une source de revenus, surtout en Afrique de l'Ouest, ça ne suffit pas. Parce que je crois que beaucoup de nos villes, en tout cas, surtout en agglomération, le coût de la vie est très cher. Donc, on est assez clair que le niveau de rémunération qu'on peut avoir, et ça dépend bien sûr de la phase d'entrée, en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière, ça peut poser problème, ça ne peut ne pas suffire. Également, adapter votre budget personnel au budget familial pour que ce soit aligné à vos objectifs financiers sur le court, moyen et long terme. C'est très important parce que la notion de budget personnel est différente de budget familial. Le budget personnel étant le budget que vous, en tant que particulier, vous allez mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer de manière optimale vos dépenses personnelles, alors que le budget familial reste aujourd'hui le budget qui prend en compte l'aspect familial. Vous, votre conjoint ou votre conjointe, les enfants, peut-être la famille élargie, etc., etc. Donc, il est très important aussi d'avoir une visibilité et de bien séparer les dépenses fixes, les dépenses variables et les dépenses occasionnelles. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, nous, dans le cadre de notre travail, on travaille avec un particulier, une personne lambda, et qu'on voit par exemple que son taux de charge variable dépasse de loin son taux de charge fixe, là, il y a un problème. Et même des fois, on voit que le taux ou bien le pourcentage des dépenses occasionnelles, donc discrétionnaires, peuvent dépasser même le taux de décharge variable ou bien des charges fixes. Là également, ça pose problème. Et des fois, c'est d'où l'importance de mettre en place un budget parce que ça vous permet de rester alerte et de comprendre quelles sont les rubriques entre guillemets carnivores de votre budget. Et c'est comme ça également que facilement, vous pouvez savoir sur quelle rubrique de votre budget vous pouvez faire des économies et ça peut faciliter l'augmentation de votre taux d'épargne. Donc, et pour faciliter cela, mettre en place une automatisation, ça peut être plus facile pour ceux aujourd'hui, en fait, dans l'audience qui ont leur salaire domicilié dans une banque et qui peuvent rapidement parler à leur gestionnaire de compte pour automatiser cette épargne-là et investir dans des produits d'épargne adaptés. Et je crois qu'au début de l'intervention, Madame Diaz, on a parlé vaguement. Donc, c'est le fait peut-être d'utiliser les véhicules d'épargne qui existent sur le marché de l'UEMOA. On va en parler lors de la fin de la présentation. Donc, depuis lors, on en parle. Il est important de faire la transition sur l'épargne, qui est même le sujet, je crois, en cette journée mondiale de l'épargne, de qu'est-ce que ça signifie finalement l'épargne. On en parle beaucoup. Quelle est son importance? Et passer en revue rapidement quelques données de la zone UEMOA qui fait qu'aujourd'hui, l'épargne reste une problématique pour les Africains. Slide suivant. Donc, aujourd'hui, rapidement, on peut voir que par rapport à l'épargne, moi, la définition la plus simple que je donne, d'habitude, je dis que l'épargne, c'est votre propre rémunération. Et ça, je crois que vous l'avez entendu également plusieurs fois. Mais voilà, également, on peut définir l'épargne juste comme la portion du revenu qu'un individu ou un ménage décide de ne pas utiliser.
n'est-ce pas? Et ce montant-là qu'il va mettre en place, ne pas utiliser, c'est pour un besoin futur. Pour certains, ils vont vous dire que c'est la différence entre les revenus et les dépenses. C'est une bonne définition, c'est correct. Mais d'habitude, ce que nous, en tout cas, ou bien je vais dire plutôt moi, dans le cadre de mon travail quotidien, j'ai remarqué que si une personne aujourd'hui reste dans une démarche où il a son revenu et il veut soustraire ses revenus à ses dépenses pour avoir une épargne, d'habitude, il n'épargne pas d'argent. Parce qu'il sera toujours dans une démarche où il se dit, OK, il va me rester quelque chose pour épargner, alors que la plupart du temps, il y aura des imprévus qui vont venir couper cet élan-là. Donc, moi, je préfère dire que l'épargne même vient au début des dépenses. Automatiquement, l'épargne doit venir en premier lieu avant même de procéder aux dépenses pour être sûr que vous pouvez avoir votre propre rémunération. Et pourquoi c'est important? Car en période d'incertitude économique, l'épargne est essentielle pour planifier ou bien anticiper les imprévus, car il y en aura toujours, et planifier des projets futurs. Et dans la zone UEMOA, c'est une thématique qui est assez cruciale parce que je crois que, bon, régulièrement, on est en crise économique, ou bien on va dire l'inflation ne cesse de croître, et ça peut impacter sur le long terme, en fait, sur l'instabilité de votre famille, on va dire l'instabilité économique, et ça peut augmenter sur le long terme également votre stress financier. Slide suivant. Et quand on voit dans la zone UEMOA, on peut voir aujourd'hui, pour ceux qui demandent si on peut revenir dans les slides, si je ne m'abuse, après, bon, Madame Bigoulard nous reviendra sur ça, le PowerPoint le résumé pourra être partagé. Donc, pour la zone UEMOA, quand on voit en fait le pourcentage, en tout cas, de taux d'épargne dans les deux zones, c'est juste un comparatif, c'est pas pour dire que l'autre zone est plus, voilà, meilleure, etc. C'est juste pour vous donner une meilleure vue d'ensemble. On peut voir que dans la zone UEMOA, 15%, c'est ça qui représente en tout cas le taux, la capacité d'épargne des particuliers. Et quand on voit la zone d'euro, c'est 25% de taux d'épargne. Et selon vous, quand on a analysé la situation, on peut remarquer que, en tout cas, pourquoi il y a cette différence de 10 points peut être justifiée sur ces 4 points-là. Le premier, des contraintes budgétaires élevées. Je crois que vous le savez, chaque début d'année ou bien chaque fin d'année dans les pays respectifs de la zone UEMOA, vous voyez que le ministre des budgets vient pour présenter le budget annuel et tout ça, etc. Et vous voyez que des fois, dans la présentation de ce budget, en tout cas de fonctionnement de l'État, il y aura des lignes budgétaires qui seront favorisées que d'autres. Et qu'on le sache ou pas, quand on fait un choix, n'est-ce pas, d'investir dans un certain secteur ou bien dans un autre secteur, ça fait que nous avons des contraintes et malheureusement, ça aura un impact sur le long terme, n'est-ce pas, par rapport à l'épargne des ménages. Et surtout, effectivement, le taux d'inclusion financière, même étant en croissance assez accrue, reste faible, et ça dépendra aussi des pays qui composent la zone UEMOA, reste assez faible parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, moi je vais prendre l'exemple du Sénégal, le secteur informel pèse hyper lourd, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, pour convaincre aujourd'hui cette cible-là d'utiliser les services financiers, que ce soit des services bancaires, des services de mobile money, ça même je peux croire que c'est meilleur que les services bancaires classiques, ça reste hyper compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, cette cible-là peut rester dans des schémas d'épargne informelle, tels que la tontine, tel que voilà, le fait aujourd'hui de mettre ça sur un mobile money, etc. Et ça ne facilite pas aujourd'hui l'accroissement de leur taux d'épargne. Le niveau de revenu assez faible, voilà, assez faible. Et ça dépend vraiment des secteurs, aussi de votre positionnement, si vous êtes en début de carrière, en milieu de carrière. Et surtout aussi, on a une petite dépendance aux activités informelles agricoles. Alors que pour la zone euro, quand même, il y a plus de stabilité économique, ce qui est tout à fait normal, je crois. L'accessibilité également des produits financiers diversifiés parce qu'ils sont plus avancés dans les notions de fintech qui rendent accessible, en tout cas, par rapport à chaque cible, que ce soit sur l'investissement en bourse, l'investissement, en tout cas, sur des obligations, en assurance, en immobilier, ils sont plus avancés. Et ça facilite, en fait, le fait de mettre son épargne au travail pour pouvoir générer assez de revenus, assez d'intérêts. Et le niveau de revenus également est plus élevé dans cette zone-là. Et aussi, il y a beaucoup de politiques de soutien à l'épargne. Slide suivant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important, désolé, de voir quelles sont les conséquences du faible taux d'épargne. Donc, tout d'abord, c'est une vulnérabilité économique qui est assez accrue. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez même le remarquer, potentiellement, parce que quand même, j'ai vu dès le début de l'intervention que beaucoup d'entre vous épargnez, c'est très bien. Mais vous allez voir que quand vous n'avez pas d'épargne, ou bien quand vous n'avez pas, en tout cas, une source de revenus stable,
vous êtes un peu stressé, pour ne pas dire tout le temps stressé. Et ça, c'est l'aspect émotionnel dont beaucoup de personnes ne parlent pas. Et ça vous rend vulnérable. Et des fois, quand on est vulnérable, on ne prend pas des décisions qui sont logiques. Alors qu'en finance, il faut plus utiliser la logique que les émotions. Donc, c'est ça, en tout cas, les conséquences du faible taux d'épargne, mais également un frein à l'investissement pour les États. Parce qu'il faut comprendre que l'épargne reste un levier très important pour les États pour pouvoir investir dans des projets de développement, que ce soit les routes, que ce soit des hôpitaux, etc. C'est pourquoi d'ailleurs ils passent par des instituts tels que UMO à titre qui les accompagnent aujourd'hui pour des appels publics à l'épargne. Et finalement, une dépendance au crédit informel. Parce qu'il faut le savoir, nous avons la pression des pairs, la pression sociale, voilà, nos réalités bien africaines qui fait qu'aujourd'hui, on a certes des fois honte de dire que voilà, nous sommes dans des problèmes financiers et des fois quand on est on va dire, on est dans une situation, en tout cas de détresse financière, notre premier réflexe, ça va être d'emprunter. Voilà, d'emprunter à un ami, à un collaborateur, à un membre de ma famille. Après, au début, on peut comprendre que des fois, ça peut arriver, mais quand ça devient récurrent, il faut se poser les bonnes questions. Slide suivant. Et c'est ça aujourd'hui euh, qui permet de poser la question suivante, le pourquoi il est important d'épargner. Donc, ce sera pour la sécurité financière, le financement de projets à court terme et le préfinancement de capital pour les projets futurs. Et ça peut être important à retenir pour, n'est-ce pas, les différents types d'épargne. Parce que j'en ai parlé au début, j'en reparle là, j'en parlerai à la fin. Pour moi, la clé, en tout cas, sur le long terme, c'est de comprendre le rôle même de chaque épargne que vous allez mettre en place. Et c'est comme ça qu'on peut l'optimiser. Slide suivant. Donc, quand on parle aujourd'hui de sécurité financière, c'est vraiment, en fait, pour faire face aux imprévus de base. Voilà, ça peut être l'épargne et réparation, les urgences médicales, la réduction, en tout cas, une situation de réduction de revenus. Je crois que surtout par rapport à cette réduction de revenus-là, le COVID nous a bien enseigné cela. Pas parce que vous avez un CDD, un CDI, que vous êtes à l'abri. Absolument pas. Et également une perte d'emploi. Donc, le financement de projets, ce serait peut-être des projets de voyage ou de loisirs, l'achat de matériel professionnel comme personnel et l'éducation des enfants comme exemple. Pour le préfinancement de capital, on peut donner l'exemple de l'achat immobilier, des projets entrepreneuriaux et la planification de la retraite. Et d'où l'importance de bien comprendre quels sont les différents types d'épargne. Donc, on a parlé de la définition de l'épargne, le pourquoi c'est important, quel est le contexte économique aujourd'hui dans la zone UEMOA qui fait qu'aujourd'hui, la capacité d'épargne, en tout cas des particuliers lambda, sont assez limitées. Quels sont donc les différents types d'épargne aujourd'hui qui existent? Donc, voici les 3 types d'épargne qui existent et sur lesquels aujourd'hui vous allez essayer de méditer à la fin du webinaire. C'est très important. C'est la suivante. Donc, le premier, on va dire le premier levier d'épargne, c'est le fonds d'urgence. Le deuxième, c'est l'épargne à court terme. Le troisième, c'est l'épargne à long terme. Donc, d'habitude, le fonds d'urgence, on l'appelle également épargne de précaution. Le fonds, l'épargne à court terme, on l'appelle également le fonds d'amortissement. Le fonds ou bien l'épargne à long terme, on l'appelle aussi le fonds d'investissement. Donc, le fonds d'urgence ou épargne de précaution aujourd'hui, ça doit être la première priorité pour toute personne. Et je le répète, que vous soyez un particulier, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez une personne aujourd'hui qui a plusieurs sources de revenus, il ne faut absolument pas oublier d'avoir un fonds d'urgence. Et on a l'habitude d'appeler ça le matelas de sécurité. C'est très, 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 très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les imprévus, moi, je peux dire que des fois, c'est incompressible. Il y aura tout le temps des situations que vous n'allez pas prévoir. C'est une réalité. Pour certains, ça va être plus formel. Ça va être dans le cadre du travail ou bien la voiture, etc. Et tout. Dans d'autres cas, ça peut même aller plus loin. Ça peut être de niveau familial. Une urgence médicale. Ça peut être une hospitalisation. Ça peut être un accident. Ça peut être aujourd'hui le fait qu'il y ait une sollicitation, etc., etc. Donc, tout ça pour rentrer dans la notion de fonds d'urgence. Moi, des fois, je donne 2 sous-définitions même. Je dis que le fonds d'urgence a pour première vocation, effectivement, de faire face aux imprévus, mais en deuxième lieu, ça peut vous permettre à vous, en fait, de faire face, je le répète, de faire face à un potentiel perte d'emploi. Donc, c'est-à-dire la perte d'une source de revenus. Parce qu'aujourd'hui,
Tout dépendra de là où vous en êtes actuellement. C'est pourquoi je le dis en matière de finances personnelles, il ne faut jamais se comparer aux autres. Votre situation, elle est personnelle, comme son terme l'indique. Donc, si aujourd'hui, votre objectif, c'est de faire face aux imprévus, la formule d'habitude que je donne pour calculer ce fonds d'urgence-là, c'est 3 mois de charge, 1 mois de charge fixe ou 3 mois de charge fixe. Donc, l'objectif, c'est vraiment de couvrir les dépenses imprévues. Et au minimum, si votre objectif, comme je l'ai tantôt dit, c'est de faire face aux imprévus, c'est d'aller sur 3 mois, 1 à 3 mois de charge fixe. Donc, aujourd'hui, quand vous faites votre budget, le quota de charge fixe, le montant, vous multipliez ça soit fois 1, soit fois 3. Mais au minimum, il faut aller fois 3. Et ce fonds d'urgence-là, sa caractéristique, c'est qu'elle doit être hyper accessible. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut absolument pas prendre ce fonds-là, le placer dans un fonds bloqué, ou bien le mettre dans un je sais pas moi, dans un compte qui n'est accessible, ou bien dans un produit pour pouvoir acquérir cela, ou bien racheter ça, ça peut être compliqué. Donc, elle doit être hyper liquide pour être sûr que quand l'urgence sera là, vous pouvez aujourd'hui voilà, l'utiliser à bon escient. Et bien sûr, ça ramène en tout cas l'importance de bien définir quelle est votre notion d'urgence et d'imprévu. Je le rappelle, il est important à ce stade-là également de bien comprendre le terme d'urgence et d'imprévu. Parce que des fois, comme je l'ai tantôt dit, ça ramène même aux problématiques de désir et envie et besoin. Des fois, vous allez voir des personnes qui vont transformer leur envie en besoin, qui vont faire des non-urgences d'urgence. Donc, il faut bien que ce soit une réelle urgence pour que l'argent-là sorte. C'est important de le notifier. Pour le deuxième type d'épargne, c'est l'épargne, on va dire, à court terme, le fonds d'amortissement. Donc, ça, aujourd'hui, c'est une épargne qui est importante parce que des fois, nous, en tout cas, en tant que coach ou bien par rapport à mes pairs, j'ai comme l'impression qu'on oublie de dire aux gens qu'il est important dans son budget d'avoir une rubrique pour se faire plaisir, de mettre en place une épargne pour se faire plaisir. C'est-à-dire, aujourd'hui, se faire plaisir, c'est très important parce qu'aujourd'hui également, finalement, c'est quoi la finalité? C'est le bien-être, n'est-ce pas? Notre bien-être, avoir un bon cadre de vie, pouvoir se permettre certains achats, pouvoir mettre nos familles dans de très bonnes conditions. Il est juste important aujourd'hui, par rapport à ce loisir-là, à ce voyage-là, de le planifier. D'habitude, quand vous voyez les Occidentaux, ils ont cette même culture. Les voyages qu'ils font en fin d'année, c'est depuis le début d'année qu'ils mettent en place une épargne pour pouvoir le financer à la fin. Alors que nous, d'habitude, nous avons des habitudes contraires. Je ne dis pas que c'est tout le monde. C'est automatiquement, bam. Dès qu'on a l'argent, ou bien il y a une prime, ou bien il y a une manne financière qui vient, automatiquement, voilà, on prend ça, on prend bien, on s'en va. Donc, il est important, en fait, de mettre en place ce type d'épargne-là si aujourd'hui, vous voulez, en fait, sur le court terme, au moyen terme, vous faire plaisir, mais également, si vous planifiez d'acquérir des matériels aujourd'hui qui peuvent vous permettre à vous, n'est-ce pas, de vous développer personnellement comme professionnellement. Donc, ça peut financer des projets ou des achats prévus dans un futur proche. Et d'habitude, la recommandation, c'est vraiment de placer cela dans des comptes d'épargne classiques. Donc, ça peut être un livret A, voilà, un compte vraiment d'épargne classique, un compte d'épargne classique. Ou bien aujourd'hui, de privilégier en tout cas comment dirais-je, un compte où les frais ne sont pas trop lourds en fait pour vous. N'est-ce pas? C'est très important de notifier ça. Et ça, la principale caractéristique, c'est qu'elle doit également rester accessible. Mais c'est à vous aujourd'hui de vous mettre une discipline pour comprendre que ce fonds-là, vous le touchez que lorsque vous avez atteint votre objectif d'épargne. C'est-à-dire, je prends un exemple terre à terre. Moi, Mariama, aujourd'hui, je fais mon webinaire. Voilà, j'ai bien posé mon ordinateur, je suis en train de le faire. Tout d'un coup, quand j'ai terminé le webinaire, je ferme mon ordinateur. Par mégarde, je le fais tomber. Et quand je le fais tomber, l'écran est brisé. Et ça, c'est mon outil de travail. Malheureusement, il faut urgemment que je l'achète. Heureusement pour moi, j'ai un ordi de rechange, mais c'est cet ordi-là aujourd'hui qui est nécessaire dans le cadre de mon travail parce que c'est qui a le plus de mémoire. Donc, je dois racheter le même format. Donc, dès à présent, je me dis que l'ordinateur coûte combien? Disons potentiellement un montant, 500 000, ou bien disons que ça coûte 600 000. Donc, si je me dis que, et d'habitude, ce type d'épargne-là, ça dure, on va dire, 6 mois au maximum. C'est ça que je n'ai pas précisé pour l'épargne de précaution. Au minimum, ça doit permettre de couvrir 3 mois. Pour l'épargne à court terme, vous devez au minimum prendre 6 mois pour le mobiliser. Donc, si je prends 500 000, je divise ça par 6. C'est le montant là que je vais trouver, que je dois mobiliser durant 6 mois pour d'ici le mois, on va dire, on est en presque novembre.
décembre, janvier, février, mars, d'ici mars, pouvoir avoir le capital pour acheter un nouveau ordinateur, le temps d'utiliser celui-là. Le voyage, c'est la même chose. Si je veux aller à la Mecque, si je veux aller à Rome, etc., c'est à ce moment, combien ça va me coûter le billet, l'hôtel, etc. Vous faites le total, vous définissez sur combien de temps vous pouvez mobiliser ce capital-là. Et si vous voyez que le montant que vous allez définir, donc la prime mensuelle que vous devez mettre en place pour cette épargne-là, quand même c'est assez lourd. Imaginez quand même que des fois, vous pouvez avoir un salaire de 300 000 net, 350 000 net, 400 000 net, et que vous calculez le montant là, on vous dit que chaque mois, vous devez mettre en place ou bien vous devez mobiliser 100 000 francs ou bien 150 000 francs, ça peut être compliqué. Donc, pour cela, il faut juste augmenter la durée, augmenter carrément la durée d'étalement en fait de la mobilisation de l'épargne. Et vous allez voir qu'indirectement, ça va réduire en fait le quota à épargner chaque mois. Slide suivant. Et finalement, on va terminer par le fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement-là, aujourd'hui, c'est vraiment, comme son nom l'indique, pour des investissements sur le long terme. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je crois que, en tout cas, beaucoup de personnes, leur objectif principal, c'est tout le temps d'avoir une maison. Voilà, ça, c'est normal. Mais pour d'autres, ça peut être différent. Et ce fonds-là, c'est vraiment pour atteindre des objectifs financiers majeurs, tels que la préparation de la retraite. Parce que oui, en effet, la retraite, elle est assez limitée. Les primes de retraite sont assez limites, on va dire. Je me répète, c'est vrai. Et ça ne suffit pas. Il faut vraiment, de votre côté, en tant qu'indépendant particulier, essayer de voir quelles pistes vous pouvez contribuer à une retraite supplémentaire ou complémentaire. L'acquisition d'un bien immobilier, parce qu'il y a une bulle immobilière qui est là quand même. Si, en tout cas, vous ne vous organisez pas pour très tôt avoir un certain capital en préfinancement, en tout cas, pour avoir peut-être comblé avec un prêt bancaire, ce sera compliqué d'avoir accès à l'habitat. Et la recommandation aujourd'hui par rapport à ce fonds-là, c'est vraiment en fait de le placer dans des produits d'investissement à rendement plus élevé. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit au début. Là, c'est faire travailler cette épargne-là. Ce n'est pas aujourd'hui de le prendre et de le monter dans un bancaire classique et de rester bas croisé et croire qu'aujourd'hui, vous allez avoir une maison ou bien vous allez atteindre tous vos objectifs financiers. Absolument pas. Il faudrait faire la due diligence, faire vos recherches, essayer d'explorer les 4 types de placements que je vais vous dire, les placements assurantiels, les placements bancaires, les placements immobiliers, les placements boursiers, pour voir par rapport à ces 4 placements-là et par rapport à votre appétence au risque, sur quoi je vais investir pour faire travailler cet argent-là pour que d'ici X temps, c'est-à-dire d'ici 10 ans, ça peut dépendre des personnes, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, je pourrais acquérir ça. Donc, voilà. L'investissement, ce n'est pas un sprint. Je le répète, l'investissement, ce n'est pas un sprint. C'est un parcours qui doit être bien ficelé, bien maîtrisé, parce que les risques sont là. La notion de risque et investissement seront toujours corrélées. Donc, vous pouvez soit perdre, comme vous pouvez gagner. Mais il faut maximiser votre chance aujourd'hui à placer cet argent-là, d'où l'importance de vraiment solidifier votre éducation financière pour avancer sur le long terme. Et les caractéristiques, ça doit être immobilisé quand même. Voilà, la caractéristique en tout cas de ce fonds d'investissement-là, elle doit être immobilisée. Au maximum, n'y pas y toucher, si vous pouvez. Parce qu'aujourd'hui, ce serait vraiment contre-productif quand même d'avoir un projet sur le long terme et à chaque fois venir piocher en tout cas sur ce compte-là. Ce n'est pas intéressant du tout. Slide suivant. Et aujourd'hui, par rapport à cette épargne-là, j'ai bien parlé des 3 types d'épargne. Pour rappel, j'ai parlé de l'épargne de précaution, du fonds d'urgence. J'ai parlé également du fonds épargne à court terme ou bien du fonds d'amortissement. J'ai également parlé du fonds d'investissement ou bien de l'épargne à long terme. Quelle est la méthode d'épargne aujourd'hui que vous devez mettre en œuvre pour optimiser en tout cas cette épargne-là? Donc, voici les méthodes d'épargne aujourd'hui que je vous propose de manière très simple. Ayant testé cela avec plusieurs des personnes que nous avons accompagnées et étant moi-même friand de ces méthodes-là, personnellement. Slide suivant. Donc, la première méthode, c'est la méthode, on va dire, des stratégies de prélèvement automatique. C'est la plus simple. C'est la plus simple. Parce que je crois que peut-être potentiellement tout le monde dans l'audience est potentiellement salarié. Vous me confirmerez sur le chat. Ou bien, en tout cas, pour ceux qui ont un salaire qui est domicilié, c'est la méthodologie la plus facile. Parce qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, elles sont hyper écervelées. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est juste pour donner un exemple. Elles ne sont pas concentrées. Elles n'ont pas forcément le temps, tout le temps, de prendre une épargne, de les mettre sur un compte et tout ça. Donc, c'est hyper facile. C'est juste aujourd'hui, par rapport à là où votre compte est domicilié, là où vous recevez votre salaire, de communiquer avec votre gestionnaire de compte et de lui dire aujourd'hui, chaque mois, s'il vous plaît, créez-moi un sous-compte d'épargne où vous pouvez couper une partie de mon épargne pour un début. Vous pouvez aller sur 10%,
Vous pouvez aller sur 10%, 5 à 10%, mettre automatiquement cela de côté. Donc, ça vous permet aujourd'hui de mettre de l'argent de côté automatiquement sans y penser. Donc, vous n'êtes pas stressé sur cette question-là. Vous savez que chaque mois, quand il y a une rentrée, au moins, on me coupe ça pour mettre dans un compte d'épargne. Mais aujourd'hui, le conseil, c'est vraiment d'ajuster au fil du temps. Parce qu'il arrive des fois que, voilà, vous commencez avec un salaire de 350 000, après vous allez dans un salaire de 450 000, après dans un salaire de 500 000. Donc, quand vous allez augmenter, quand vous allez avoir des situations d'augmentation de salaire, il faut prendre le temps, n'est-ce pas, de réadapter le quota, en fait. Et le quota, comme je l'ai tantôt dit, ça dépend des personnes. Et ça dépend des réalités financières. Nous, vu que nous avons une approche assez personnalisée, c'est pourquoi d'habitude, on dit qu'il faut commencer de 5 à 10%. Parce que chaque personne avec son salaire, chaque personne aussi avec ses réalités. Tant qu'on n'a pas une visibilité sur le quota de charge en fait, de la personne, on ne pourra pas lui donner un taux précis. Donc, il faut aller sur le général pour le moment, à partir de 5% jusqu'à 10%. Également, il y a l'épargne en cascade en palier. Donc, cette méthode consiste à épargner des montants fixes à la fin de chaque mois en augmentant progressivement les montants épargnés à chaque semaine ou bien à chaque étape du mois. Et ça, des fois, moi, j'ai comme l'impression que c'est comme de la tontine. Est-ce que vous voyez un peu? Ça peut être visualisé comme de la tontine. C'est-à-dire, vous avez 12 mois dans l'année. Donc, pour le mois janvier, vous vous dites, OK, je vais épargner X%, disons 5%, ou bien je vais épargner 2%. Je dis n'importe quoi, c'est juste pour donner un exemple. Pour le mois février, je vais épargner 3%. Pour le mois, etc. Et vous progressez, vous y allez de manière progressive. Pourquoi ça peut être intéressant? Ça va vraiment être intéressant, surtout pour ceux qui ont plusieurs sources de revenus, mais également, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas une source de revenus stable, comme les créatifs, les freelancers, etc. Ça peut être intéressant. Et donc, elle encourage une épargne plus agressive sans pour autant être brutale pour le budget mensuel, car le montant épargné augmente de façon progressive. Donc, il faut fixer aussi, c'est important pour le conseil, fixer des paliers qui sont réalistes, guys. Il ne sert à rien de vous aux autres. Il ne sert à rien aujourd'hui de vous mettre des taux que vous ne pouvez pas respecter. Il faut être aussi flexible avec vous-même, être réel avec vous-même et y aller étape par étape. Vous n'êtes pas, comme je l'ai tantôt dit, en sprint. Vous êtes en course d'endurance. Il faut y aller pas à pas. Parce que les finances aussi, ça change des comportements. Donc, vous y allez étape par étape. Il y a aussi la méthode des enveloppes digitales. Bon, pour ne pas faire la vulgarisation de produits ou bien de services, bon, je crois qu'il y a des néobanques aujourd'hui qui proposent ce format-là, c'est-à-dire vraiment hiérarchiser votre épargne en méthode d'enveloppe digitale et tout ça. Donc, ça aussi, c'est important. Ça rejoint le premier. Ça vous permet d'allouer un pourcentage de revenus à des différents objectifs d'épargne sous forme de sous-compte ou enveloppe digitale. Et cette approche-là, vraiment, vous permet en fait de hiérarchiser et de séparer vos épargnes. Moi, personnellement, je suis une personne très visuelle. Quand je retiens rapidement, ou bien je reste concentrée, quand je vois les choses de manière séparée, j'apprends visuellement. Donc, il y a des personnes aussi séparées. C'est-à-dire, quand les choses sont bien séparées, bien fluides, là, ils se retrouvent. Et surtout par rapport à ces objectifs, des fois, chaque année, vous pouvez avoir 3 objectifs, 4 objectifs. Donc, essayez en fait très tôt de séparer les épargnes, si possible, par type d'objectif. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un objectif à court terme, un objectif à moyen terme, un objectif à long terme. Et là, vous savez que pour chaque fonds ou bien pour chaque enveloppe, c'est ça son rôle, sa tâche. Et là, en fait, vous ne pourrez pas être confus et vous serez très discipliné sur le moyen terme. Et également, le conseil, c'est de revoir les allocations de chaque enveloppe sur les 6 mois. C'est important parce que, voilà, des fois, quand on vous recommande même d'utiliser ces services financiers, vous oubliez les charges qui viennent, voilà, les frais qu'on va vous couper et tout ça. Donc, c'est important de penser en revue. Donc, prenez l'habitude, quand vous utilisez cette méthode quand même, de demander les relevés bancaires, de bien suivre comment ça se passe, si tout se passe bien pour être à jour. Et finalement, l'épargne des revenus supplémentaires. Et ça, je crois que ça va résonner avec beaucoup de personnes dans l'audience. Parce que des fois, il arrive que, bon, pour certains, on parle de 13e mois, pour d'autres, on va parler d'une prime surprise, pour d'autres, on va parler, je ne sais pas moi, de prime prime, on va dire de quoi? Prime de performance, c'est le terme que je recherchais, etc. Donc, quand vous avez un bonus, une prime qui vient, guys, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de savoir si vous pouvez l'épargner ou bien l'investir dans un véhicule d'épargne. C'est ça qui devrait être votre première ambition, au lieu qu'au préalable de le dépenser au hasard. Right? Donc, ça, vraiment, c'est pour ceux aujourd'hui qui, d'habitude, peuvent avoir des bonus, des primes qui viennent. Et ça peut leur permettre aujourd'hui de profiter, en fait, de cette manne financière-là. Qu'est-ce que j'entends par manne financière? C'est le fait de recevoir beaucoup d'argent en un seul coup,
de manière surprise. Donc, quand vous recevez cet argent-là, essayez très tôt de le mettre quelque part, soit dans un placement financier, soit dans un compte bancaire bloqué à rémunérer. Et ça peut vous permettre aujourd'hui de fructifier cette épargne-là. Donc, décidez dès à présent pour le conseil, quand ces choses-là vont venir, et de ne pas rester dans l'attentéisme, de prévoir un pourcentage que vous allez prendre au minimum. Si vous ne pouvez pas prendre tout le montant, mettre en épargne, au moins définissez un pourcentage que vous allez prendre de ce montant-là pour mettre ça en épargne. Car je le rappelle, l'épargne est votre propre rémunération. Toujours épargner avant de dépenser. Donc, l'état d'esprit, c'est d'abord d'épargner avant de dépenser. Avant de dépenser, pour ce qui reste, j'épargne. Ça ne va jamais fonctionner. Vous le savez très bien, car nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités. Donc, jusqu'à présent, j'espère que vous me suivez. J'ai essayé de ralentir le rythme. J'espère que le rythme est bon. Il y a un point essentiel également que j'ai demandé à insérer, n'est-ce pas, sur ce webinaire-là, dont on ne parle pas beaucoup. C'est, on va dire, le mental. Et je crois qu'au début de mon intervention même, j'avais dit que nous, en Afrique, si je ne l'ai pas dit, je le répète, nous avons un réel problème quand il s'agit de l'état d'esprit, mais également dans la gestion des émotions. Et comprendre le mental aujourd'hui, c'est important parce qu'aujourd'hui, il faut juste comprendre que le cerveau, c'est l'un des organes, hein, c'est comme ça que je peux le dire, les plus puissants, en fait, qui existent dans le corps humain. Et aujourd'hui, le cerveau joue un rôle central en fait dans nos prises de décision, mais également ça influence beaucoup nos comportements financiers, n'est-ce pas? J'ai même participé aujourd'hui j'ai même récemment participé à un atelier sur la gestion des émotions et j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic dans le sens où la coach aujourd'hui, la formatrice, la facilitatrice, elle avait dit une chose qui a vraiment résonné avec moi. Elle a dit que d'habitude, quand nous, par exemple, on a une émotion, un pressentiment, ou bien on ressent quelque chose, notre cerveau y répond. Et nous, quelle est notre réponse? Normalement, la réponse normale, c'est que dès que c'est dans notre cerveau, ça doit descendre jusqu'à notre cœur, n'est-ce pas, pour pouvoir interpréter cela, descendre dans notre ventre, pour pouvoir voir est-ce que c'est la bonne décision, et finalement descendre dans nos pieds pour pouvoir mettre en œuvre une action pour corriger cela. Mais malheureusement, nous, beaucoup de choses que nous allons faire, bam, dès que ça vient dans notre cerveau, bam, automatiquement, on passe à l'action. Et ça peut être contre-productif. C'est pourquoi il est important de comprendre l'impact d'une bonne mentalité dans la gestion de nos finances, car ça peut être biaisé par des pensées automatiques et biais cognitifs. Et je ne vais même plus aller plus loin. Ça peut être biaisé, n'est-ce pas, par nos croyances bien africaines, nos réalités bien africaines, qui peuvent des fois couper notre élan pour une certaine stabilité. Donc, il existe quand même plus de 250 biais, n'est-ce pas, cognitifs. Mais ceux dont on va parler aujourd'hui, slide suivant, sont ceux sur lesquels je veux que vous essayez de faire des recherches ou bien sur lesquels que vous essayez de travailler si bien sûr vous n'êtes pas dans cette situation-là. Donc, les 8 principaux éléments aujourd'hui, moi, en tout cas, dans le cadre des activités de UpTrack qu'on a pu définir, c'est la mirage du temps, déjà, le biais du statu quo, l'aversion perte-risque et l'environnement social état émotionnel. Donc, pour la mirage du temps, on va dire pour un thème très simple, la procrastination. On remet tout le temps à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et des fois, on remet à toujours plus loin ce qu'on doit faire aujourd'hui et qui est impactant et important pour notre bien-être. Donc, il y a un terme tout le temps que je vois les gens dire, « Ah, j'ai le temps. Ah, non, mais j'ai le temps, quoi. Non, c'est pas pressé, j'ai le temps. » Malheureusement, non, vous n'avez pas le temps. Quand vous pensez comme ça, bah, écoutez, vous allez sacrifier beaucoup d'années parce que le temps passe hyper vite et vous allez être dans des regrets qui, malheureusement, ne pourront pas être rectifiés. Donc, il est important de comprendre que votre première monnaie que vous devez investir, c'est votre temps. Le temps ne doit pas se perdre, surtout en matière de finances. Le biais du statu quo, vouloir se faire valider par tout le monde, vouloir vous montrer que voilà, vous êtes entre guillemets riche, vouloir voilà, montrer que carrément vous êtes bien. Et d'habitude, en fait, ces personnes qui font ça, c'est toujours les croyances, hein, les croyances qu'ils ont trouvées sur le terrain. Et d'habitude, ils sont très ancrés dans leurs principes et leurs valeurs. Et pour changer, en fait, leur comportement, c'est très compliqué. Ça aussi, c'est important de notifier. Il y a l'environnement social et l'état émotionnel. Donc, notre comportement de consommation peut être orienté par notre environnement social et notre état émotionnel. Et la pression des pairs également. Et je l'avais dit plus tôt. Parce qu'aujourd'hui,
dès à présent, je vous laisse une question peut-être sur laquelle vous pouvez m'indiquer. Quel est le comportement financier qui vous gêne le plus en vous? Et quand vous l'aurez défini, selon vous, vous avez pris où ce comportement-là? Est-ce que ça vient de vos parents? Est-ce que ça vient comment dirais-je, de votre cercle d'influence, donc de vos pairs, de vos collaborateurs? Est-ce que ça vient du fait que vous êtes tout le temps en surconsommation de publicité? Parce que ça joue, les marketeurs dans l'audience pourront le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le fait que vous n'ayez pas d'éducation financière? Donc, pour répondre à ces questions-là, ça peut beaucoup aider. Et l'aversion perte-risque. Donc, notre manière de concevoir l'argent peut aussi bien nous aider que nous desservir à gérer notre budget. Mais ce qu'il est important de notifier, c'est que l'homme attache plus d'importance à une perte plutôt qu'à un gain. Et ça rejoint ce que j'avais dit. La notion d'investissement et perte, ça va, d'investissement, risque, perte, ça va de mèche. On peut gagner comme on peut perdre. Slide suivant. Il y a également l'excès d'optimisme, l'objectif réaliste, etc. Donc, comment optimiser votre épargne? Pour faire simple, moi, je suis preneuse ou bien je suis friand de la méthodologie de séparation de l'épargne. Voilà. Donc, je sais bien que quand vous voyez le slide, vous voyez 2 comptes courants, 3 comptes épargne. Donc, comprenez-moi bien. Je ne dis absolument pas d'aller créer 5 comptes bancaires, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis de retenir, c'est que la séparation de l'épargne est clé pour une optimisation, n'est-ce pas? Et ça rejoint toujours ce que j'avais dit, par rapport au sujet d'épargne, quoi, à savoir aujourd'hui le fonds d'urgence, l'épargne à court terme et l'épargne à long terme. Donc, il faut avoir 2 comptes courants, 3 comptes d'épargne. C'est comme ça qu'il faut y acheter. Pour d'autres, ce sera un compte courant, un compte d'épargne, parce que comme je l'ai tantôt dit, ça dépend de votre situation. Voilà, je ne dis pas, je le répète, je ne dis pas d'avoir 5 comptes bancaires, absolument pas. Ça dépend de votre situation. Pour certaines personnes, c'est juste d'avoir un compte courant, un compte d'épargne. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir 2 comptes courants et également 3 comptes d'épargne, etc., etc. Slide suivant. Donc, rapidement, pour le compte courant, pour le premier compte courant, ce sera vraiment tout ce qui sont alloués aux factures, donc maison, dette, utilité, épicerie. Pour le slide suivant, pour le deuxième compte, on va dire, pour le deuxième compte courant, ce sera pour le style de vie. Donc, ça, c'est l'épargne à court terme, le fonds d'amortissement. Vous voyez, ça résonne. Donc, pour le compte épargne 1, ça peut être, bien sûr, pour le slide suivant, ça va être pour le compte courant 1, ça va être, comme je l'ai tantôt dit, les factures. Pour le compte courant 2, ça va être le style de vie. Pour l'épargne, le compte d'épargne, ça rejoint ce que j'avais dit plus tôt, le fonds d'urgence en priorité. Donc, d'habitude, en priorité, je vous dis toujours d'aller sur le compte d'épargne en priorité, c'est important. Après, si vous devez avoir un autre type d'épargne, là, vous créez un compte d'urgence numéro 2, un autre compte d'épargne 2. Et là, ce sera plus, comme je l'ai tantôt dit, slide. Pour les projets à court terme, ça peut être le voyage, la préparation d'une naissance de bébé, voilà, un mariage, etc. Et pour l'épargne 3, ça peut être vraiment le fonds, on va dire, le compte vraiment pour les investissements sur le long terme. Vraiment, ce sera l'immobilier, voilà, le fait d'acquérir un bien, en tout cas un investissement qui demande un capital encore même qui sera assez conséquent. Donc, pour me répéter, les 2 comptes courants d'habitude, le premier compte courant, ce sera vraiment pour les factures. Le deuxième compte courant, ce sera vraiment pour le style de vie. Le premier compte d'épargne, d'habitude, c'est pour le fonds d'urgence. Donc, d'habitude, les clients que nous accompagnons, nous leur recommandons aujourd'hui, pour un début, d'avoir un compte courant et un compte d'épargne. Donc, le compte d'épargne étant celui pour le fonds d'urgence, pour débuter, pour démarrer. Maintenant, au fil du temps, plus la pécule s'augmente, plus voilà, les fonds sont plus intéressants. Là, après, on pourra diversifier encore les comptes d'épargne en comprenant que l'argent qui sera dans les autres comptes d'épargne, ce sera assujetti à l'investissement. Ce n'est pas un compte qui sera mis en place juste pour mettre l'argent là-bas et laisser. N'est-ce pas? C'est important de le notifier. Donc, je vais avancer rapidement sur la présentation, après revenir sur les questions pour gagner du temps. Donc, voilà. En deuxième lieu, il y a l'épargne de fonds. Donc, pour la première épargne, c'est l'épargne d'urgence, hein, comme je l'ai tantôt dit. Donc, je le répète, le premier compte courant, je l'avais dit, c'est les factures. Donc, tout ce qui est lié aux factures de la maison ou à vos factures personnelles, donc pour la vie de tous les jours, la nourriture, etc. Donc, le deuxième, on va dire, compte courant, c'est lié à votre style de vie, qui est différent de facture. Je le répète, c'est différent de facture. Style de vie, c'est les soins personnels, aller faire ma coiffure, aller faire mes ongles, aller voilà, me faire ma barbe ou bien me couper les cheveux, etc. C'est différent. Et les voyages, etc., etc. Maintenant, pour le premier compte d'épargne, là, c'est le fonds d'urgence. Pour le deuxième compte d'épargne, c'est les fonds d'amortissement. Donc là, c'est vraiment les mises à jour. Ça peut être aujourd'hui, voilà, le fait que vous pouvez vous financer un nouveau téléphone si vous êtes créatrice de contenu, un nouveau sac à main, un jeu vidéo, des journées spéciales, donc Noël, anniversaire, Black Friday, anniversaire, des petits voyages événements.
et des dépenses annuelles, donc comme les road trips, événements sportifs, concerts. Pour l'épargne 3, là, c'est le fonds d'investissement. Donc, pour le slide suivant, le fonds d'investissement aujourd'hui, c'est l'épargne que vous allez mettre en place, n'est-ce pas, pour vraiment les investissements conséquents. Voilà, ça peut être les acomptes, donc nouvelle maison. J'en avais parlé, l'immobilier, le fait d'acquérir une nouvelle maison, un nouveau appart, voilà, une nouvelle voiture, les grands voyages, voilà, grands voyages vraiment qui demandent un montant assez colossal, les mariages, préparer le mariage, même l'arrivée d'un nouveau bébé. Voilà, parce que bon, culturellement ici, je ne crois pas que beaucoup de personnes le font. Ce n'est pas forcément aligné à nos cultures. Mais à l'extérieur, voilà, je crois que d'habitude, ils planifient en fait les naissances, ils préparent enfin l'arrivée d'un bébé. Donc, suivant. Et comme je l'ai tantôt dit, l'objectif, ce n'est pas de vous inciter à créer plusieurs comptes bancaires parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'au sortir de ce webinaire, vous soyez dans une situation d'encombrement financier. C'est le terme que j'utilise. Mais l'objectif, c'est d'aujourd'hui d'utiliser en fait l'épargne comme levier et de le séparer pour gagner du temps. Vous savez que ce compte-là, vraiment, c'est un compte pour le fonds d'urgence. Ce compte-là, c'est un compte pour mon bien immobilier que je vais acheter. Je ne vais pas l'utiliser. Et de cette manière-là, c'est optimal. Vous n'avez pas de confusion, n'est-ce pas? Donc, voici 14 principes pour épargner et investir. Donc, vous posez 4 questions, comprendre 4 notions et suivre 4 conseils. Donc, il faut formuler votre besoin. Le pourquoi aujourd'hui vous voulez épargner ou investir. Il faut être clair dessus. Et que ce soit, ça vienne de vous, de manière interne, pas des personnes qui vous entourent. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui épargnent, ou bien surtout investissent parce qu'on leur a dit d'investir dans telle chose, d'investir dans tel placement. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous vous aligniez à votre appétence au risque, à vos valeurs et vos principes, à vos réalités africaines, mais surtout à votre horizon de rendement. C'est important. Épargnez régulièrement. Donc, la régularité, si vous faites la stratégie de prélèvement automatique, ça peut faciliter la tâche. Et définissez aussi votre objectif à atteindre. D'habitude, je dis que par année, il ne faut pas dépasser 3 objectifs. Sinon, vous allez vous encombrer. Allez-y étape par étape. Soyez flexible, allez plus pour la régularité que pour, voilà, comment dirais-je, pour la dispersion. C'est le terme que je cherchais. Concentrez-vous d'abord sur une chose à la fois. Après, sur le long terme, quand vous aurez la discipline, là, vous pouvez diversifier. Mais dès le début, si vous voulez aller sur plusieurs choses à la fois, ça peut ne pas faciliter les choses. Et définissez votre horizon d'investissement. C'est très important. Les 4 notions que vous devez comprendre, c'est la notion de temps, également la notion de diversification que je viens de dire, également la notion de risque, les risques inhérents, les risques afférents, les autres types de risques qui peuvent s'impliquer quand on parle d'investissement, et vous informer des solutions d'investissement à votre disposition. On va en parler à la fin avec eux ou moi titre. Et les 4 conseils, en tout cas, que nous vous donnerons, c'est de être méthodique. Voilà. En matière d'épargne, il faut vraiment juste s'organiser. Ça demande une organisation. Et quand on s'organise bien, après, vous voyez que la discipline va être là, va s'instaurer de manière très naturelle. Après, là également, sur le long terme, vous devez en tout cas découvrir ou bien faire des recherches sur le coût du conseil. Parce qu'aujourd'hui, prendre des décisions vous-même peut être plus coûteux que le fait de vous faire accompagner par un professionnel. Vous croyez que vous êtes en train de faire des économies juste en allant voir une vidéo YouTube ou bien juste aujourd'hui en allant voir, je ne sais pas moi, un article de blog, ce n'est pas suffisant. Voilà, des fois, il faut aller vers des personnes qui peuvent vous accompagner dans ce processus-là pour développer votre patrimoine. Et également, il faut vraiment être actif quand vous allez dans cette procédure de recherche de conseiller financier. Ce n'est pas parce que c'est un conseiller financier, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il a accompagné tant de nombre de clients que vous n'allez pas poser des questions qui vont le challenger. N'est-ce pas? Il faut challenger, poser des bonnes questions et pour ça, il faut faire en amont beaucoup de recherches pour être sûr que vous allez avoir le meilleur accompagnement possible. Si on passe au cas pratique, slide suivant. Donc, rapidement, pour ce cas pratique-là, prenez votre note, voilà, votre stylo. C'est très, très simple parce qu'aujourd'hui, l'objectif vraiment, c'est plus de vous proposer des connaissances et c'est important de solidifier ça avec un cas pratique de manière, prompte. Donc, ce que vous allez faire rapidement, calculer le total des dépenses fixes et variables. Donc, vous pouvez le faire juste en une rubrique. Calculer sa capacité d'épargne en deuxième point et définir le taux d'épargne de Momodou. Donc, bon, il y en a qui ont trouvé, il y en a d'autres qui ont eu leur propre interprétation. Et vous voyez en matière de financer ça, c'est-à-dire chaque personne avec sa manière de voir les choses. Donc, aujourd'hui, on peut voir que les dépenses totales de Momodou s'élèvent aujourd'hui à 350 000.
Et voilà, sa capacité d'épargne, donc c'est de 100 000, tout simplement. Et là, ça rejoint ce que j'ai dit au préalable dès le début, où certaines personnes définissent l'épargne, n'est-ce pas, comme la différence entre les revenus et les dépenses, 100 000. Mais vous savez que dans le meilleur des mondes, d'habitude, si vous allez sur cette méthodologie-là, c'est assez mince d'avoir de l'épargne. C'est mince. Parce qu'il y a nos réalités bien africaines, nos imprévus bien africaines, qui font qu'aujourd'hui, ça peut contrecarrer nos ambitions. Donc, dans ce cas-là, c'est juste pour vous donner une visibilité. Et j'ai vu que beaucoup de personnes ont trouvé, effectivement, c'est 22% le taux d'épargne. Donc, aujourd'hui, on a fait, quand vous regardez à votre gauche, c'est ça le total aujourd'hui des dépenses. À droite, quand on regarde bien, on a fait la différence. Donc, c'est 450 000 francs nets, moins les 350 000 francs du total des dépenses revenus fixes comme du moins charges fixes comme variables, qui nous donne au total 100 000 francs. N'est-ce pas? Donc, pour calculer le taux d'épargne naturellement, vous prenez les 100 000 francs, donc le taux d'épargne, la capacité d'épargne que vous divisez par le revenu net, vous multipliez ça par 100 et c'est ça qui vous donne de 22%. Et l'interprétation, c'est que Momodu peut raisonnablement épargner 22% de ses revenus chaque mois, soit 100 000 francs. Vous voyez un peu. Donc, vous, dès à présent, essayez de visualiser dans cette même situation-là. Quel est votre revenu net? Quelles sont aujourd'hui vos charges fixes? Quelles sont vos charges variables? Quelles sont vos charges occasionnelles? Quels sont les imprévus? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez énormément d'imprévus, ça, en fait, c'est votre signal que vous devez mettre en place une épargne d'urgence. Donc, le quota là, si aujourd'hui vous faites ce calcul-là de votre côté et que vous avez un pourcentage, ces 22% là pour un début, si vous n'avez pas encore de fonds d'urgence, doit s'axer sur le fonds d'urgence au préalable. C'est ça qui est important. Maintenant, pour une autre personne qui a déjà son fonds d'urgence et qu'il a la possibilité maintenant de mettre en œuvre une autre épargne, elle peut le faire. Vous me suivez un peu. Le Sénégal, effectivement, il y a énormément d'imprévus. Slide suivant. Pour ceux qui ont des questions, mettez-le dans le chat. Je vais répondre bien sûr à la fin. Donc, là, le cas, j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien suivi. En résumé, le taux d'épargne se calcule. C'est la capacité d'épargne, donc le montant de l'épargne divisé par le revenu net multiplié par 100. C'est comme ça que vous devez le calculer. Et en priorité, pour ceux qui vont faire cet exercice de manière personnelle, si vous avez un pourcentage, c'est ce pourcentage-là que vous devez mettre à votre revenu pour mettre en place en priorité si vous n'en avez pas le fonds d'urgence. Maintenant, si le fonds d'urgence est bien mobilisé, après, vous pouvez vous concentrer sur les autres types d'épargne. Mais tant que vous n'avez pas un matelas de sécurité, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre en place une épargne pour pouvoir investir dans un projet, mais tout le temps, il y aura des imprévus et vous allez piocher. C'est pourquoi il est important au préalable d'avoir un matelas de sécurité. Donc là, l'étude de cas, c'est la comparaison de produits d'épargne. Donc Momodu, analyste financier de 32 ans, souhaite analyser sa gestion financière en épargnant pour plusieurs objectifs. Il vise à se constituer un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus tout en épargnant à long terme pour des grandes envergures, comme l'achat d'un appartement dans les 5 prochaines années. Voilà. Il aimerait comprendre quelles options d'épargne sont disponibles et les critères à évaluer pour choisir les plus adaptés à ses objectifs financiers. 1. La première question est de savoir quelles options de produits d'épargne sont disponibles dans la zone UEMOA. 2. Comment Momodu peut-il évaluer et choisir les produits d'épargne adaptés à ses objectifs? Donc, au préalable même, voici quelques options en fait de produits dans la zone UEMOA. On a les livrets d'épargne, comme vous le savez, ça, c'est toutes les banques qui proposent ça. Je crois à un taux préférentiel de 3,5% si je ne m'abuse. Et les caractéristiques, c'est que c'est accessible à tout moment avec un taux d'intérêt modeste, n'est-ce pas? Et les avantages, c'est que c'est idéal vraiment pour le fonds d'urgence. Et ça, je crois que je l'ai dit. Et l'inconvénient, c'est que bon, le rendement est assez faible, hein, parce que quand on parle de taux de 3,5%, vous pouvez imaginer que ce n'est pas intéressant en matière de rendement. Mais ça rejoint en fait le fait qu'aujourd'hui, vous devez avoir un fonds qui soit être liquide et accessible. Et si même en même temps, en fait, vous pouvez faire rémunérer votre épargne pour que ce soit un fonds d'urgence, voilà, ça peut aider. Donc, d'habitude, il faut aller sur un livret d'épargne. Moi, je préfère que vous allez dans un livret d'épargne plutôt que dans un compte classique pour le fonds d'urgence, vu que également vous y aurez accès. C'est accessible et c'est liquide. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le plan d'épargne logement. Il y a certaines structures qui vont vous proposer ça. Est-ce que vous voyez un peu? Il y en a d'autres, ils vont aller souscrire ça directement au niveau de la banque. Et sur cette base-là, après, voilà, c'est un produit vraiment orienté vers un achat immobilier. Donc, voilà, ça dépend, ça peut être un appartement ou bien une maison. Et ça convient vraiment pour accumuler des fonds pour un achat immobilier avec une durée de placement moyen à long terme. Mais c'est moins liquide, hein,
Parce que déjà, si vous passez par le compte de l'entreprise, si c'est par exemple l'entreprise qui vous le propose, si à un horizon T, vous souhaitez quitter l'entreprise, vous n'allez pas avec cette épargne-là, en fait. Vous allez laisser ça dans l'entreprise. Vous allez l'abandonner, quoi. Ce sera résilié. Alors que si vous avez souscrit ça de vous-même, de manière vraiment individuelle au niveau d'une institution financière, là, ça peut être plus simple et ça ne va pas être lié peut-être à votre travail. Il y a aussi l'épargne retraite et ça, en fait, c'est vraiment sur le long terme et c'est destiné à constituer un capital pour la retraite avec des avantages fiscaux et un rendement. Et c'est idéal pour un placement à long terme avec des intérêts composés et des avantages fiscaux. Et c'est non accessible avant l'âge de la retraite. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai fait même plusieurs ateliers et je compte le faire, Inch'Allah, parce que ça reste toujours une problématique également. Il faut juste retenir cela. L'épargne retraite est certes proposée dans le cadre de vos structures avec les impôts que vous payez pour préparer les régimes de retraite, on va dire, pour préparer cela. Mais retenez ces deux termes, l'écart de revenus et le style de vie. Parce qu'il faut comprendre une chose. Si vous vous êtes adapté à un certain style de vie et que vous êtes proche de la retraite, ce style de vie-là, pour pouvoir le continuer, vous aurez un écart de revenus assez drastique parce que les primes de retraite ne sont pas aussi intéressantes que ça. Et si vous n'avez pas investi très tôt, malheureusement, vous pouvez avoir un choc. C'est pourquoi, en matière de retraite, même si l'entreprise propose cela, ou bien l'entreprise dans laquelle vous travaillez, etc., il est important vous-même de votre propre gré d'avoir une retraite, de souscrire à une retraite complémentaire. C'est important de le retenir. Slide suivant. Donc, pour le cas de Mamadou, on peut dire aujourd'hui, en fait, quand on évalue son choix, aujourd'hui, il pourrait utiliser, en fait, pour son fonds d'urgence, un compte, par rapport à ce qu'on vient de dire, un compte d'épargne, un livret A, pour dynamiser, vu qu'il est assez jeune quand même. Il a 37 ans. Voilà, il peut être juste dans un mindset où il se dit, OK, je peux utiliser un compte d'épargne, mais vu que là, je veux vraiment avoir un fonds d'urgence qui est dynamique, qui va me générer quand même quelque chose, je ne veux pas laisser ça reposer, je vais le mettre dans un livret A, même si le taux est minime, au moins, je génère des intérêts. Bien sûr, ça prend en compte également ceux qui ont des valeurs islamiques, qui ne veulent pas les notions de riba et tout ça, etc. Maintenant, pour le projet immobilier, il pourrait commencer une épargne retraite pour bénéficier, il pourrait souscrire à un plan d'épargne logement. Et là, en fait, il faut le comprendre. Soit c'est l'entreprise qui le propose, soit c'est vous-même qui allez vers une banque qui le propose. Donc, vous avez ces deux options-là. Et la retraite. Donc, aujourd'hui, souscrire vous-même à une retraite. Pour la retraite, en fait, j'aimerais notifier également une chose. La retraite aujourd'hui, j'avais parlé de 4 types de placements. Hein. Donc, il y a les placements assurantiels, il y a les placements boursiers, il y a les placements bancaires, il y a les placements immobiliers. Donc, d'habitude, en fait, pour la retraite, il faut plus se concentrer sur les placements assurantiels. Parce que l'assurance, des fois, les gens parlent juste de l'aspect protection. Donc, parce qu'il y a l'assurance vie comme l'assurance non-vie. Mais aujourd'hui, l'assurance aussi, il faut voir ça comme un véhicule d'épargne. Mais également, il y a d'autres options dont on va parler par rapport à UOMO à titre. Et ça peut vraiment vous faciliter à faire travailler votre épargne. Donc, si vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter à les mettre dans le chat. Slide suivant. Donc, voici 5 secteurs porteurs pour investir en zone UEMOA. Il y a le secteur informel, l'agrobusiness, les métaux précieux, l'immobilier et les marchés financiers. Donc, pour le secteur informel, bien sûr, il faut juste retenir que ce dont on veut parler ici, c'est plus en fait le commerce. Voilà, le secteur tertiaire, comme vous le savez si bien, car c'est un secteur quand même qui représente 20 à 65% des produits intérieurs bruts des pays d'Afrique subsaharienne quand même. C'est pas petit. Voilà, je crois que chaque personne ici, des fois, vous voyez beaucoup de gens, ils ont leur petit commerce. Voilà, soit ils font du commerce basique ou bien ils font du e-commerce et ça marche très bien. Et aujourd'hui, ça peut être une piste aujourd'hui pour faire travailler et ça, donc, on va dire que c'est un investissement actif. Il y a également l'agrobusiness et ça, en fait, c'est vraiment déjà une problématique réelle en Afrique d'autosuffisance alimentaire, mais également, il y a beaucoup de sous-secteurs qui sont très rentables. Donc, aujourd'hui aussi, vous avez cette opportunité, n'est-ce pas, d'investir dans ce secteur-là. Les métaux précieux, on n'en parle pas assez, mais je crois qu'au Sénégal, beaucoup de personnes investissent dans cela indirectement avec les parures en or, comme les femmes l'aiment bien, qui font, on va dire, la thésaurisation. Donc, l'acquisition, on va dire, de biens d'or, etc. et tout. C'est un type d'épargne parce que la valeur des métaux précieux quand même ne cesse de croître sur le long terme et c'est une valeur sûre. Mais maintenant, après, il faudra juste diversifier également. Juste pas aller sur de l'or, essayer de voir quelles sont les autres pistes qui sont là.
Et également, on peut parler de l'immobilier, n'est-ce pas? Et l'immobilier aussi, c'est un secteur qui est très, très, très rentable, mais malheureusement en bulle. Mais ce n'est pas normal. Je crois qu'avec des organes de régulation qui sont en place, ils pourront prendre les prérogatives, n'est-ce pas, pour gérer ces disparités-là. Et finalement, les marchés financiers, et c'est sur ça aujourd'hui qu'on va plus se concentrer, slide suivant, parce que quand même, il faut comprendre que pour les marchés financiers, vous avez l'opportunité, c'est accessible. D'habitude, en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui avec lesquelles on a l'habitude de communiquer, ils ont peur. Mais il faut dire que le marché financier, maintenant, c'est accessible à tout le monde, aux États, n'est-ce pas, aux particuliers, voilà, aux entreprises également. Et il est important d'en tirer profit. Il faut comprendre que le marché financier est composé en fait de deux parties. Dans la partie où on parle d'action-obligation, en rappelant que l'action, c'est juste une titre de participation. Donc, vous achetez une part de l'entreprise et on va dire que l'obligation, c'est un titre de créance. Voilà, donc aujourd'hui, des fois, je crois que vous le remarquez, vous allez voir un panneau où on va dire appel public à l'épargne et tout ça, et vous achetez, n'est-ce pas, un bon pour pouvoir. Ça dépend en fait de la valeur nominale. Vous achetez le nombre de coupons que vous voulez. Après, à la fin, le taux d'intérêt est assez bien notifié et vous récupérez votre capital avec l'intérêt. Donc, il y a également le compartiment des titres publics. Et ça, pour les États, en fait, ça leur permet, n'est-ce pas, de concrétiser ou bien voilà, leur politique économique. Parce que c'est via le véhicule des titres publics aujourd'hui qu'ils peuvent mobiliser le capital voilà, des particuliers pour pouvoir injecter sur des projets de développement, la construction d'hôpitaux, d'écoles, de projets d'envergure économique, etc. Donc, c'est très important. Et aujourd'hui, sur ce marché-là, on peut notifier en fait les bons du Trésor et les obligations du Trésor. Et aujourd'hui, c'est axé en deux marchés. Si aujourd'hui, on devait visualiser cela, c'est comme par exemple, si vous allez acheter une voiture neuve, c'est ça le marché primaire. Et quand vous allez acheter une voiture d'occasion, c'est le marché secondaire. Donc, le marché primaire, c'est là le marché où les actions, les obligations sont émises en premier. Voilà. Et là où l'investisseur lambda, qu'importe le type, ça peut être l'État, ça peut être une personne morale comme physique, va aller acquérir voilà, un bon de trésor, une obligation, une action, etc. Et tout. Alors que sur le marché secondaire, c'est après ces titres-là qui peuvent venir sur le marché secondaire pour pouvoir les acquérir. Donc, c'est des titres d'occasion qui vont être là-bas. Mais l'essentiel, c'est que pour ces deux types de marchés-là, c'est accessible à vous et c'est tout à fait possible d'investir sur ces marchés-là. Il s'agit juste d'avoir une certaine culture financière, d'avoir accès, n'est-ce pas, au contenu. Et je crois que moi, titre, quand vous allez sur leur plateforme, qu'on va vous mettre sur le chat, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour passer à l'action, n'est-ce pas? Donc, le marché des obligations, les acteurs du marché obligataire transforment leurs besoins en financement en titres de créance appelés obligations. Et je crois que je l'ai déjà dit. Donc, c'est assez comme ça. Ces titres font ensuite l'objet de transactions entre l'émetteur, donc État, institutions, entreprises et les investisseurs qui ont un droit de créance sur l'État. Et le marché obligataire est constitué donc de la dette publique, c'est tout à fait normal, et de la dette privée. Et c'est la dette publique dont on parle quand on parle de titres publics. Slide suivant. Et également le marché, les bons du Trésor. Donc, le bon du Trésor est un titre de créance remboursable à court terme émis par le Trésor public d'un État par voie d'adjudication pour ce qui concerne le marché régional des titres publics. Donc, ces titres ont une maturité inférieure ou égale à 2 ans. Donc, vous voyez que des fois, en fait, ce n'est pas éternel. Hein? C'est vraiment sur une durée limitée et offre de nombreux avantages. Donc, c'est un placement à court terme pour surtout des entreprises aujourd'hui qui aimeraient avoir plus de sources de trésorerie, n'est-ce pas, des États, une rémunération connue et payée d'avance à l'investisseur. Donc, vous êtes sûr à 100% de récupérer votre capital avec des intérêts, parce que c'est l'État qui se porte garant, et un coût pour rendement risque très attractif et un investissement qui permet aujourd'hui de contribuer aux besoins de trésorerie de son pays. Donc, aujourd'hui, vous voyez que même l'État, les États aujourd'hui utilisent l'épargne comme levier par le biais des marchés financiers. Donc, pourquoi pas vous? Vous voyez. Slide suivant. Et aujourd'hui, il y a les obligations du Trésor. Donc, une obligation du Trésor est un titre de créance remboursable à moyen et long terme émis par le Trésor public d'un État, émis par voie c'est la même chose apparemment. Hein. C'est la même chose. Slide suivant. Donc, pourquoi investir aujourd'hui sur les titres publics? Pour terminer avec ça, c'est déjà la sécurité. Parce que je crois qu'en matière d'investissement, c'est ça qui, on va dire, qui va beaucoup intéresser les gens, c'est l'aspect sécurité. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai tantôt dit sur les explications, les titres émis par application sur le marché des titres publics de la zone UEMOA vraiment sont garantis. Donc, vous êtes sûr à 100% de récupérer en tout cas
votre capital ainsi que les intérêts. Et il y a des avantages fiscaux. Vous ne payez pas de fiscalité aujourd'hui. Là, si vous êtes dans la zone du pays, ou bien vous êtes dans le pays aujourd'hui qui a émis, n'est-ce pas, les actions ou bien les obligations, vous ne payez pas d'impôts et c'est rentable également. La rentabilité va dépendre sur le type de bons, d'obligations, de trésors sur lesquels vous allez investir. Les taux varient par pays, mais également par opération. Donc, ce n'est pas fixe en fait. Mais d'habitude, ça ne dépasse pas, ou bien ça peut monter jusqu'à plus de 6%. Voilà, des fois, vous allez voir 3,5%, des fois 5%, ça dépend. Également, il y a une diversification de portefeuille. Il y en a par rapport aux investissements boursiers. Voilà, ils veulent avoir beaucoup de types d'actifs. Et c'est ça, en fait, la construction de portefeuille. Pour une personne, il va être vraiment sur du sécuritaire. Pour une autre personne, il va mixer du risque et du sécuritaire. Pour d'autres, il va purement être sur du risqué. Et ça vous permet dès le début d'avoir un mix des deux sur votre portefeuille et finalement donc de diversifier la maturité en tout cas de votre portefeuille sur le long terme. Le récapitulatif des points clés également, slide suivant, c'est juste vraiment de l'importance de l'épargne. Elle est essentielle, diversifier les épargnes et prendre le temps de l'automatiser, hein, c'est très important et surtout séparer. Au moins 2 comptes d'épargne distincts, avoir un compte d'épargne d'urgence et un compte d'épargne classique pour les projets à court terme. Slide suivant. Et finalement également, voilà, dès à présent, il faut évaluer votre budget, identifier la marge d'épargne que vous pouvez avoir. Donc, pour marge, il faut juste comprendre taux d'épargne. Hein. Voilà, le pourcentage qu'on a calculé tout à l'heure et choisir des produits d'épargne adaptés. Donc, vous avez deux options. Hein, c'est les placements assurantiels, les placements boursiers, les placements immobiliers et les placements assurantiels. Et je vous invite également à aller visiter le site de Humo à titre. Vraiment, il y a beaucoup de contenu pour contribuer à votre culture financière. Et également, vous pouvez rapidement avoir toutes les informations pour passer à l'action, pour investir, n'est-ce pas, dans les opérations sur le marché boursier africain. Slide suivant. Et on peut juste retenir, hein, pour terminer, que voilà, il y aura beaucoup d'outils. Hein, donc, le lien là, vous pouvez aller sur le www.marchédestitres-publics.com également pour vous des contenus, n'est-ce pas, sur les actions, les obligations, comprendre le marché boursier, etc. et tout. Ça peut beaucoup vous aider. Et on terminera avec cette citation, n'est-ce pas, qui est très important, avec laquelle je vais conclure pour entamer la session de réponse. L'épargne est un outil puissant pour construire une sécurité financière. Donc, nous vous encourageons, moi et l'équipe surtout de Humo à titre, à mettre en œuvre ces pratiques et à suivre vos progrès pour atteindre une meilleure stabilité financière. Surtout, c'est très important. La stabilité financière commence par une discipline, commence par une volonté, commence aujourd'hui par une visualisation de votre réussite. Donc, vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre coach. Donc, apprenez aujourd'hui ou développez votre culture financière pour être sûr que sur le long terme, vous allez avoir un excellent patrimoine et vous aurez également pouvoir le fructifier de vous-même. Donc, là, je vais rapidement terminer aux réponses. Terminer du moins avec les réponses. Donc, je crois que j'avais répondu à la première question. Oui, j'ai entendu un micro activé. OK. Donc, je réponds aux questions. Donc, je crois qu'il y a une première question qui demandait, voilà. Est-ce qu'on peut considérer les assurances études et retraite comme des épargnes? Oui. Oui, les assurances études, en fait, effectivement, moi, je l'ai dit rapidement, en fait, tout à l'heure, j'avais dit qu'on a mis pour ceux qui veulent me contacter, le lien LinkedIn, le contact et mon email. Voilà, donc, je dirais aujourd'hui que l'assurance, moi, je le dis, pour moi, c'est un véhicule d'épargne. Voilà. Maintenant, tout dépend de comment vous le faites et comprendre, en fait, la notion d'assurance. Parce que dès que vous êtes assurance, il faut le considérer comme une tontine, mais c'est un contrat, en fait, qui vous lie avec une société d'assurance et vous payez mensuellement une prime. Donc, voilà, vous payez mensuellement une prime et il y a des intérêts. Et ça dépend aujourd'hui des sociétés d'assurance. Donc, ça vous permet indirectement d'épargner. Pour certains, ils vont parler de retraite. Pour d'autres, ce sera le terme de préfinancement de capital. Donc, dans le cas de figure dont vous parlez, moi, je considère ça comme une épargne, vu que vous aurez la possibilité à la fin, si vous ne voulez pas attendre à la fin de votre vie pour récupérer le capital, de procéder au rachat. Voilà, de procéder au rachat en fait de votre contrat. Bien sûr qu'il y aura des pénalités. Il y a un rachat partiel comme il y a un rachat définitif. Il y aura des pénalités, mais au moins vous aurez récupéré votre capital et vous aurez eu la discipline d'épargne durant tout ce temps-là et vous aurez un capital pour investir dans un autre secteur. Donc ça, effectivement. Existe une différence entre l'épargne et l'investissement? Non. Oui, l'épargne, c'est le montant aujourd'hui que vous mettez en place pour pouvoir investir. C'est connecté. L'épargne, c'est la partie du revenu aujourd'hui que vous n'utilisez pas, alors que l'investissement, c'est la partie du revenu aujourd'hui que vous me placez pour avoir un retour sur investissement. Donc, l'épargne, des fois, peut être un investissement, mais
tant que vous n'êtes pas purement allé sur l'investissement, vous ne pouvez pas avoir des rendements intéressants. Donc, les véhicules d'épargne, des fois, les pourcentages qu'ils proposent sont limitants parce que des fois, ça ne dépasse pas les 6%, etc. Alors que, voilà, pour l'investissement, des fois, vu qu'il y a plusieurs types d'investissements, ça peut avoir des taux plus intéressants. Donc, il y a Yaya Badi qui demande, bonjour, merci bien pour ce webinaire. Voilà, si je prends l'exemple du Sénégal, la plupart des salaires sont très faibles avec tout imprévu qu'il y a comme vous venez de le notifier. Comment faire dans ce cas pour une épargne si en retour, ce dont on dispose ne suffit pas pour subvenir à nos besoins déjà? Moi, là, d'habitude, ce que je dis, hein, c'est assez simple. Je le dis en matière d'épargne. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à épargner, il y a deux solutions. Très simples. Il n'y a pas trop de blabla que je vais faire. C'est soit vous réduisez vos dépenses, c'est ça, ou bien soit vous augmentez vos sources de revenus. C'est les deux solutions qui existent. Donc maintenant, c'est à vous de voir par rapport à votre situation, qu'est-ce qui est possible de faire. Il y a une question de Dada, est-ce une bonne idée de faire un prêt immobilier à la banque? Ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont très riches, entre guillemets. Quand je parle de richesse, bon, je parle plus de l'aspect pécuniaire. Tout ce que vous voyez comme bien qu'ils ont, c'est l'endettement qui l'a préfinancé. Donc, pour moi, la dette, elle n'est pas négative du moment que vous avez une bonne éducation financière. Parce que vous allez utiliser ça comme levier pour vous enrichir. Mais tant que vous n'avez pas une bonne éducation financière, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous endetter pour avoir des biens de consommation, etc. Et vous allez rentrer dans le cercle vicieux de l'endettement, pas dans le cercle vertueux de l'investissement. N'est-ce pas? Donc, il y a une question de Prosper. Comment fonctionne l'investissement en bourse? Ah, ça va faire l'occasion. Peut-être que, comment dirais-je, nos collaborateurs du MOATID vont organiser un autre webinaire sur cette thématique-là. C'est carrément une présentation hein, qu'on doit faire sur ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est juste aujourd'hui que voilà, il y a deux façons de le faire. Soit vous passez par des organes qui sont là, réglementés par le CREMF ou l'AMF-UEMOA pour investir. Il y a des sociétés de gestion et d'intermédiation. Vous passez par eux pour créer un compte titre. Donc, c'est comme si vous allez créer un compte bancaire, mais vous créez un compte titre pour pouvoir acheter des actions et des obligations par le biais de ce compte titre-là. Ou bien vous le faites par vous-même à travers une plateforme de trading ou robo-advisor. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça, par contre, c'est plus compliqué parce que ça suppose que vous devez avoir une éducation financière, vous devez avoir une culture boursière, vous devez comprendre comment fonctionne le marché et être disponible pour suivre en tout cas les transactions sur le marché financier. Donc, en tout cas, ça demande beaucoup de formation. Hein. Donc, c'est les deux méthodes-là qui existent. Donc, il y a également, est-ce que la certification, est-ce que le fait d'avoir réussi la certification UEMOA fait de vous un conseiller financier? Ça, par contre, il faudra demander à UEMOA, je ne sais pas, peut-être il faudra demander comment dirais-je, à Madame Bigoulare. Je crois pas. Je crois pas. Maintenant, ça peut être en plus, quoi. Mais potentiellement, c'est elle qui pourra donner plus d'éléments de réponse. Voilà. Il y a Monde de Valodieu qui demande si les frais de gestion des comptes d'épargne ne s'appliquent pas aux comptes d'épargne, alors que pourquoi des prélèvements importants sont effectués chaque année au niveau de certaines banques? Ça, il faudra demander aux banques. Parce que, comme je l'ai tantôt dit, ça dépend des banques, mais également, ça dépend de ce que vous avez signé et sur quel type de compte vous avez souscrit. Voilà, parce que c'est ça, c'est-à-dire vous allez en banque, vous voulez créer un compte, mais vous ne demandez pas des fois les questions. Parce que d'habitude, c'est ça, même pour nous les conseillers ou bien les EGI, il y a des frais de gestion, il y a des frais, voilà, il y a d'autres types de frais des fois qui sont afférents. Il faut savoir demander en fait quels sont tous les frais auxquels vous devez faire face quand il s'agit de créer un compte pour être sûr qu'en fait vous êtes aligné. Et ça peut dépendre, je crois, des banques. Hein. Il y a M. Sekou Sako qui demande, est-ce que le schéma de compte courant et 3 comptes d'épargne est possible avec nos mobile money? C'est possible, mais attention, attention, attention. Je crois que toute personne dans l'audience vous diront que j'ai essayé de linker ma banque avec mon mobile money et depuis lors, je vis l'enfer. Donc, attention. Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas discipliné, privilégiez les comptes bancaires. C'est fastidieux, mais voilà. Moi, ce que je recommande, c'est des fois de linker, n'est-ce pas, de linker comment dirais-je, de linker votre fonds d'urgence, donc votre compte qui est dédié au fonds d'urgence, au mobile money. Mais attention, tout le temps, être sûr que c'est une réelle urgence, en fait, pour pouvoir retirer cet argent-là. Il y a M. Bambayaya, quelle est la place de l'assurance dans l'épargne à votre avis? C'est la place sécuritaire. La place sécuritaire, la place de protection également. Parce que quand on parle d'assurance, il y aura toujours le terme bénéficiaire. Donc, vous allez léguer tout le temps dans le contrat, normalement, selon le type de contrat que vous allez signer, normalement, il y aura l'aspect où vous pouvez léguer ça quand vous ne serez plus là. Donc, c'est l'aspect
création de richesse, mais également sécurisation et transfert de richesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a la question de l'horizon. L'horizon pour les questions, je me retrouve. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message hein, pour continuer. Voilà. Et de groupe 7, hein. Définissez l'horizon d'épargne à court terme, moyen et long terme. L'horizon d'épargne on va dire à court terme, c'est vraiment ce que je viens de dire. C'est-à-dire aujourd'hui, une épargne qui doit vous permettre, une épargne liquide qui doit vous permettre aujourd'hui de faire face aux imprévus ou bien à une potentielle perte de revenus. Donc, c'est ça. C'est-à-dire l'horizon court terme, c'est vraiment l'épargne qui peut vous permettre de résoudre des problèmes qui sont là de manière très récurrente. Alors que pour le moyen terme, c'est plus des choses que vous voulez faire, mais d'ici 6 mois, une année. Donc, d'habitude, l'épargne à vraiment court terme, ça ne dépasse pas 3 mois. L'épargne à moyen terme, c'est 6 à 1 année, alors que l'épargne à long terme, c'est 1 à 5 années. Voilà, c'est comme ça que je peux le définir. Il y a Mme Oulimata Ndiaye-Dias il y a une limite de montant à déposer sur un compte d'épargne. Je ne pense pas, mais plutôt, je dirais qu'il y a quand certains montants voudront être déposés, la banque quand même vous demandera un justificatif, voilà. Parce que voilà, avec les organes de régulation qui sont là et tout ça, des fois, pour certaines thématiques telles que le blanchiment de capital, c'est une obligation pour certains montants de bien se renseigner sur l'origine, voilà, pour être sûr que voilà, il n'y aura pas de problème sur le long terme. Donc, il n'y a pas forcément de limite. Excusez-moi, Madame Diaye, excusez-moi. Oui, je me permets d'intervenir. Alors, en fait, j'ai posé cette question pour que vous puissiez préciser aux participants qu'en termes d'épargne, il n'y a effectivement pas de montant maximum. Toutefois, voilà, par rapport à la réglementation voilà. aujourd'hui de la Banque centrale, la rémunération n'est faite que jusqu'à hauteur de 9 999 999. Okay. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte pour les gens qui arrivent effectivement à bien épargner, à savoir qu'au-delà d'un certain montant, leur épargne n'est plus rémunérée. Donc, c'est peut-être juste le point sur lequel je souhaitais que vous puissiez édifier l'audience. Vous pouvez le répéter, le montant? Pardon? Le montant C'est 10 limite. millions. 10 millions. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour M. Damian, qui demande comment investir avec les métaux précieux, on achète et on garde à la banque, ou on achète, on regarde à la banque ou bien. En fait, pour le marché boursier extérieur, c'est possible d'investir dans l'or, en fait, via des plateformes de trading. Moi, je le fais personnellement sur des métaux précieux, l'argent, l'or, le blé, etc. et tout. Je crois aussi pour le marché sur la zone UEMOA, c'est possible. Mais également, voilà, de manière très informelle, des fois, moi, je l'avais dit au Sénégal, nous, nos mamans le font indirectement, quoi. C'est-à-dire via l'achat de l'or, des parures et tout ça. Elles font de l'épargne sans pour autant s'en rendre compte. Pour certaines, elles s'en rendent compte. Mais ce qui serait bien, c'est de diversifier voilà, les canaux. C'est-à-dire juste pas aller sur des produits physiques, mais également essayer de voir les alternatives que les marchés boursiers offrent pour pouvoir investir dans ces métaux précieux-là. Parce que des fois aussi, les rendements peuvent être très intéressants. Il y a monsieur Odile. Non. Oui, quel conseil donneriez-vous à ces étudiants avec leur petit bourse souhaite épargner? Bon, d'habitude, moi, j'ai été étudiante. Voilà, moi, ce que je sais qui m'a permis d'épargner, je donne juste mon exemple pour être plus terre à terre, c'est que j'ai très tôt, en fait, j'ai commencé à entreprendre. Quand je dis entreprendre, c'est juste créer une source de revenu, c'est ça qui m'a permis d'épargner. Mais en deuxième lieu également, très tôt, au niveau même de mon institut, donc j'étais au CESAC, je faisais beaucoup d'activités en fait génératrices de revenus. Donc, soit en fait, je définissais un problème. Par exemple, les étudiants peuvent avoir des problèmes d'impression, de mise en forme et tout ça. Je proposais mes services pour le faire. Et vu que je suis bilingue, donc également, je donnais des cours d'anglais. Donc ça me permettait, vu que je ne suis pas forcément pareil aux étrangers qui peuvent venir au Sénégal avec des problèmes de location et tout ça. Donc ça m'a permis en fait d'arrondir les fins du mois et de pouvoir mettre en place une épargne. Donc pour répondre à ta question, je peux juste dire d'essayer dans ton contexte actuel de créer une source de revenus.
voilà, qui est lié en fait dans ta structure de formation ou bien par rapport à tes compétences, de développer des compétences que déjà tu peux mettre en vente. Ça peut être aujourd'hui de faire du graphic design, ça peut être aujourd'hui le fait voilà, d'être bilingue et de pouvoir donner des cours en anglais, de renforcement de capacité, ou bien le fait aujourd'hui de proposer des services de mise en forme de documents pour ceux qui ont des mémoires et tout ça. Ça ne demande pas d'être trop futé en fait. C'est juste une volonté à avoir, une bonne structuration et une discipline. Voilà, parce que des fois, il faut savoir aussi se débrouiller. Il faut savoir vraiment essayer de sortir de sa zone de confort pour être sûr que voilà, on peut générer du revenu. Voilà. Et il y a Odile Landina Tengen, question où l'on peut classer, à vous parler des fonds communs de placement. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pouvez apporter des éléments de précision, s'il vous plaît? Les frais d'ouverture de compte chez UMO à titre, est-ce qu'il y a un plancher? Est-ce qu'il y a une personne de UMO à titre qui peut répondre à cette question, s'il vous plaît? Il demande les frais d'ouverture de compte chez UMO à titre. Est-ce qu'il y a un... Bon, je crois qu'il veut dire, est-ce qu'il y a un Bon, Madame barème? Lydia, je voudrais apporter une précision. En fait, on Oui. n'est pas chargé, en fait, ou c'est pas une institution en charge d'ouvrir des comptes titres en quelque sorte. Pour Mhm. l'ouverture de compte titres, toute personne qui souhaite investir sur le marché des titres publics doit se Mhm. présenter soit dans une SGI ou une banque Oui. pour ouvrir son compte titre qui lui permettra, en fait, par la suite, de pouvoir Mhm. investir sur les titres publics. OK. Donc, il y a Donc, cette pour répéter ce qu'elle nuance-là. vient de dire, oui, oui. Donc, pour répéter ce qu'elle vient de dire aujourd'hui, pour pouvoir, c'est pas directement faire sur, vous pouvez OK. pas vous diriger directement vers Humo à titre, mais plus si vous souhaitez en fait réaliser des investissements sur le marché de la zone UMOA, c'est d'aller directement vers une SGI. Donc, il y en a 5 au niveau du Sénégal. Si je ne m'abuse, il y a CGF Bourse, il y a Impaxi Securities, il y a Agbo Bourse, il y a également Invictus Capital, etc. Le quatrième, je ne me rappelle plus, Et je crois, aussi, permettez-moi, pardon. Madame Ndiaye, de préciser, je voudrais préciser également que la vidéo que vous avez brièvement diffusée permet en fait aux participants de savoir comment ouvrir un compte titre et comment Voilà, c'est ça. investir sur le Pour marché aller des vers titres. une banque, c'est ça. Donc, Merci. prenez le temps, je crois que c'était dans le chat, prenez le temps d'aller voir, de vous rapprocher soit d'une SGI, voilà, ils sont 5 au Sénégal. Bon, je parle du Sénégal, pour les autres, après vous allez vous renseigner. Et également, passer via une banque pour créer un compte titre et essayer de regarder la vidéo pour avoir les éléments de réponse nécessaires. Donc, il y a M. Abdourahmane Dité, comment épargner étant endetté au niveau de la banque? D'habitude, moi, je donne un conseil simple. Si vous êtes endetté, vraiment, vraiment, mais vraiment un taux d'endettement assez lourd, concentrez-vous sur le paiement de votre dette avant de parler d'épargne. Parce que c'est tout à fait possible de faire les deux. Donc, ça dépend en fait de votre taux d'endettement. Vu que je n'ai pas une visibilité dessus, je dirais si possible, rapidement, de plus vous concentrer en fait sur le remboursement de votre dette avant de parler d'épargne. Et si vous devez épargner, c'est juste mettre en place un fonds d'urgence. Voilà, pour un début, pour être sûr que vous n'allez pas être étouffé. Donc, l'autre question, c'est euh, pour, pour, pour les musulmans qui veulent éviter les comptes d'épargne. Y a-t-il d'autres solutions pour épargner sans intérêt? Oui. J'ai connaissance aujourd'hui de beaucoup de nos partenaires, en tout cas SGI, qui proposent des alternatives islamiques. Même voilà, pour les comptes bancaires, je crois qu'il y a des alternatives islamiques hein, avec les banques et tout. Donc, il y a des alternatives qui sont là. Même récemment, il y a une société de la place d'assurance qui a lancé une offre islamique. Donc, il y a des alternatives islamiques qui existent, qui peuvent être intéresser la cible aujourd'hui, qui ne veulent pas voilà, rentrer dans des détails de riba et tout ça. Donc, il y a une question de Madame Yali Emmanuel Crasso. J'ai l'impression que les petits revenus ne peuvent pas s'inscrire dans cette logique. J'en connais qu'on a, j'en connais qu'on apure les charges de ménage, il n'en reste pas beaucoup. Est-ce vraiment possible pour eux? C'est pourquoi je le dis. Si aujourd'hui, le fait de réduire les dépenses reste pas possible, ou bien c'est quasiment impossible pour certains, il faut explorer la deuxième piste de créer une nouvelle source de revenus. Voilà. Et ça, c'est soit par rapport à la vente, la mise en vente d'une compétence clé, la mise en place voilà, d'une activité génératrice de revenus, ou bien voilà, la mise en place, n'est-ce pas, de votre temps, de vos compétences, voilà, ou de votre temps pour avoir une source de revenus supplémentaire. Donc, il faut essayer d'explorer cette piste-là. Marie, donc, après 10 millions d'épargne dans son épargne de précaution, on doit ouvrir un nouveau compte pour continuer à épargner.
je ne sais pas si c'est ce qu'elle a dit. Madame Diaz a juste précisé qu'en fait, voilà, pour le retour, ou bien si votre compte d'épargne doit être rémunéré et tout ça, vous ne pouvez pas dépasser le quota de 10 millions. En fait, c'est ça qu'elle a juste voulu préciser. Maintenant, après, moi, ce que je disais juste, en fait, par rapport à la séparation des comptes, je dis que c'est toujours bien de séparer les comptes. Parce qu'il y a une réalité bien africaine à nous. Dès qu'on met en place aujourd'hui une épargne, tout le temps, il y aura des imprévus parce que c'est la nature de notre culture. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour pallier à ça, ce serait toujours bien au minimum pour le fonds d'urgence de séparer. Et si vous voulez avoir un autre projet, avoir un compte séparé. Et vous pouvez utiliser d'autres leviers, comme investir dans le marché financier, ou bien utiliser l'assurance, ou bien utiliser un autre compte d'épargne en fait, qui est rémunéré. Donc, il y a une question de Mme Guessamba, Judas Sayel. Faut-il ouvrir un compte chez Humo à titre pour acheter des obligations d'État? Et je crois que Mme Kioso a apporté l'élément correctif. Ce n'est pas aller ouvrir un compte à Humo à titre, c'est se diriger vers une SGI ou bien vers un compte pour créer un compte titre, ouvrir un compte titre. Et il y a une vidéo, un lien de vidéo qu'on avait partagé sur le chat. Donc, vous cliquez sur le lien pour voir la procédure. Et sur cette base-là, voilà, vous allez savoir comment procéder pour créer le compte. Et dès que vous créez le compte titre, vous aurez la possibilité maintenant, quand ils vont faire un appel d'épargne publique ou bien de faire la possibilité d'acheter des actions obligations, vous pouvez le faire via votre compte titre. Donc, il y a une autre question de... Bon, il n'y a pas de nom. Les personnes âgées ont besoin de bien gérer leurs revenus. À, à quand un paragraphe les concernant? J'ai bien aimé la pique à la fin. Donc, en fait, il faut juste comprendre que peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais j'en ai parlé. J'ai dit que la retraite, elle est importante, doit se planifier. Et aujourd'hui, la retraite aussi, c'est assez limité, surtout dans nos zones. Et il est important, en fait, voilà, quand on se rapproche de la retraite, hein, d'investir. Donc, c'est assez clair que quand on est plus âgé, notre appétence au risque a tendance à baisser. Donc, d'habitude, il faut plus aller sur des placements sécuritaires. Donc, ça peut être des obligations, ça peut être aussi des actions. Il y a des actions vraiment qui sont des valeurs sûres. Mais également, essayer d'aller sur de l'assurance. Donc, quand je dis assurance, c'est soit d'aller en épargne libre, épargne retraite, voilà, supplémentaire. Ça dépend des packages que les sociétés vont vous proposer pour arrondir un peu les fins du mois et faire face à l'écart de revenus pour continuer votre style de vie. Il y a une question de manga. Est-ce que l'enregistrement vidéo sera partagé? Je ne saurais le dire. Il faudra peut-être que Kieso, Madame Bigolare, est-ce que l'enregistrement de la vidéo sera partagé? Il y a une question en ce sens-là. Oui, je confirme que nous allons faire le nécessaire pour mettre à disposition des participants la vidéo enregistrée de ce webinaire. Les prochaines jours. D'accord, ça marche. Donc, il y a une dernière question. Donc, la dernière question est, est-ce qu'il y a des taux d'épargne à respecter en matière d'épargne? Non. Non, il n'y a pas de taux d'épargne à respecter. Parce que si je dis qu'il y a un taux d'épargne à respecter, c'est comme si, en fait, je me contredisais par rapport à tout ce que je disais depuis le début. C'est carrément aujourd'hui, il faut, en fait, voir quelle est votre situation actuelle. Voilà. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas me comparer à Mme Diaz, je ne vais pas me comparer à Mme Bigoularé, je ne vais pas me comparer à, comment dirais-je, aux autres intervenants parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes gains, on n'a pas aujourd'hui les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes schémas de famille, on n'a pas les mêmes croyances ni les mêmes valeurs. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est pourquoi j'ai dit dès le début, en fait, d'aller sur des taux généralistes. Maintenant, quand on a une meilleure visibilité sur votre ratio de charge fixe, votre ratio de charge variable, charge occasionnelle, et tout ce qui va avec, à savoir votre fréquence d'imprévu, surtout votre fréquence d'imprévu, là, on pourra savoir quel taux d'épargne, en fait, on peut vous donner. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de dire, OK, je vais avoir un taux de 20%, 30%, alors que mensuellement, vous ne le respectez pas. Et ça rejoint les méthodes d'épargne que j'ai partagées. J'ai partagé aussi aujourd'hui la stratégie du prélèvement automatique. J'ai également parlé de l'épargne en cascade. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai parlé également de la méthode des enveloppes digitales. Et j'ai parlé également du fait aujourd'hui, quand on a un revenu supplémentaire, de pouvoir, est-ce que vous voyez un peu, de pouvoir vraiment prendre cette manne financière-là ou bien en prendre un pourcentage au minimum pour le sécuriser. Donc, d'habitude, moi, je le dis de manière vraiment générale, aller à partir de 5%, au minimum 5%.
Maintenant, ça dépend de la stratégie que vous allez mettre en place et je crois que j'en ai proposé 4. Et des fois même, vous pouvez combiner les 4 du moins, mais vraiment aller sur ce qui résonne avec vous et qui s'aligne à ce que vous pouvez respecter. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de vous mettre en place un système que vous ne pouvez pas respecter sur le long terme. Donc aujourd'hui, si vous sentez que c'est la méthode en cascade qui peut vraiment le faire pour vous, vu que vous n'avez pas un revenu stable, allez sur ça. Et également, combiner potentiellement cela peut-être à la stratégie de prélèvement automatique. Vous pouvez voir que peut-être potentiellement, si vous combinez les deux, au lieu d'avoir un taux d'épargne de 10%, vous pouvez aller sur 20% parce que vous avez combiné les deux. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si pour un début, ça peut être lourd, parce que des fois, il y en a qui ont des salaires de 200 000, 150 000, allez d'abord sur 1, allez sur 5 à 10%. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Voici les contacts voilà, sur le chat et également sur l'écran. N'hésitez surtout pas au besoin et surtout allez suivre en masse la page de Humo à titre. Vraiment, vous aurez toutes les informations et également, ils produisent vraiment du contenu de qualité via leur plateforme marché-des-titres-publics.com. Il y a énormément de e-books, voilà, d'articles, de blogs vraiment pour développer votre culture boursière, votre culture financière. Donc, il ne faut absolument pas hésiter à visiter ces plateformes-là. Également, ils ont une chaîne YouTube qui montre, n'est-ce pas, je crois que le lien a été remis sur le chat, qui montre vraiment comment aller créer un compte titre. Donc, il faut aller prendre le temps. Ça va juste vous prendre 5 minutes pour bien regarder la vidéo, bien comprendre et dès à présent, commencer votre parcours d'investissement. Donc, il faut profiter et maximiser votre temps parce que c'est ça, le temps est le meilleur allié quand on parle d'épargne et d'investissement. Merci beaucoup.